Voilà, donc on est parti pour cette soirée sur les troubles de personnalité. Donc je vais laisser nos intervenants se présenter. Bonsoir à tous, merci du coup de nous avoir rejoints ce soir. Moi, je suis le docteur du coup Saron, je suis médecin psychiatre du coup sur le dispositif et du coup également à Tours. Bonsoir, bienvenue. Moi, je suis le docteur Edwige Célia, je suis psychiatre et puis ce soir, on va vous parler des troubles de personnalité en soins primaires. Alors, l'objectif de la soirée ce soir n'est pas de faire de vous des spécialistes pour poser des diagnostics ou pour prendre en charge des patients ayant des pathologies, des personnalités pathologiques, mais plutôt vous permettre d'intégrer dans votre grille de lecture de prise en charge du patient au même titre que vous prenez en compte l'âge, le sexe, le handicap des patients, que vous puissiez prendre les traits de personnalité comme faisant partie intégrante de ce qui va conditionner la prise en charge de vos patients. Alors, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que la personnalité? Alors, déjà, pour commencer, en tant que psychiatre, moi, je dois vous dire que la personnalité, ça fait partie des concepts que j'ai trouvé le plus difficile à comprendre et puis les diagnostics les plus difficiles à faire. Je vais essayer de faire une petite image pour rendre ça le plus compréhensible possible. Donc, je vous ai mis que la personnalité désigne ce qui est le plus stable et d'unique dans le fonctionnement psychologique d'un individu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personnalité, c'est un peu comme un filtre avec lequel une personne se voit lui-même, voit le monde, voit les événements et y répond et interagit. Et donc, effectivement, résulte d'intégration de facteurs cognitifs, donc les perceptions, interprétations et émotionnelles des différents facteurs de vie. Donc, la personnalité associe le tempérament et le caractère. Et ce qui différencie une personnalité normale d'une personnalité pathologique, c'est que la personnalité normale est souple et adaptable. Globalement, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le filtre est peut-être a une coloration, mais qui nous permet de nous rendre compte qu'on a une coloration pour lever les lunettes, le filtre avec lequel on interprète les choses et adaptable en fonction des différentes situations. La personnalité évolue, même si c'est quelque chose de stable, évolue en fonction des expériences de vie. Au contraire, la personnalité pathologique est plutôt marquée. Rigide. Donc, il faut imaginer, pareil, l'image des lunettes avec un filtre qui est très foncé, au travers duquel on ne voit que, par exemple, d'une seule couleur et avec les images de réalité qui sont très teintées. Ce filtre est rigide et il est associé à une altération du fonctionnement social et une incapacité à s'adapter aux différentes situations. Ce qu'il faut aussi qu'on ait en tête, c'est que le trouble de la personnalité, ou en tous les cas l'expression de la personnalité pathologique, est intégrée au sujet. En gros, en clair, la personne ne se rend pas compte qu'elle a les lunettes, le filtre sur les yeux, ou en tout cas, ça fait partie des enjeux de prise en charge pour nous spécialistes. Les troubles de la personnalité concernent environ 10% de la population générale. Alors, là, j'ai vu qu'on est peu nombreux ce soir, mais globalement 10% de la personnalité, 10% des personnes, je vous laisse un peu compter le nombre de personnes d'entre nous qui a un trouble de personnalité. Chacun des troubles de la personnalité est représenté globalement entre 1 à 3%. Et le trouble de personnalité le plus représenté est le trouble borderline, sur lequel on reviendra ensuite. Et un même patient peut avoir 2 troubles de personnalité. Une autre chose importante en tant que clinicien qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que c'est un facteur de vulnérabilité à d'autres troubles psychiatriques. Quand on a un trouble de personnalité, on est plus vulnérable aux dépressions, aux troubles anxieux, l'abus de substances, etc.
Les troubles de la personnalité, ou en tout cas la personnalité, a beaucoup été étudiée en psychiatrie et en psychologie. L'enjeu en tout cas pour les chercheurs était d'établir un peu une prédictibilité des comportements. Et en psychiatrie, les classifications internationales privilégient une approche catégorielle. En gros, on classe un peu les gens dans les cases avec c'est une stratégie qui a des avantages et des inconvénients. Ça permet déjà d'avoir tous le même langage, de savoir de quoi on parle. Par contre, ça a l'inconvénient d'avoir peu de souplesse et est-ce qu'on peut réellement faire rentrer des gens dans une case? Dans la clinique un peu plus fine, on a plutôt des approches qui sont plutôt dimensionnelles, où on admet qu'il y a plutôt un continuum entre le normal et le pathologique, ce qui permet certaines fois d'avoir une prise en charge du patient aussi un peu plus souple. Donc là, je vous ai mis, c'est un petit peu imbuvable, mais les critères DSM selon le DSM-5 de troubles de la personnalité. Donc, comme je vous disais, c'est une modalité durable de l'expérience vécue qui se base sur la cognition, donc tout ce qui est les pensées, l'affectivité, c'est-à-dire les émotions, le fonctionnement interpersonnel, c'est-à-dire le mode relationnel, et le contrôle des impulsions. Pour dire que c'est une personnalité pathologique, ces modalités sont durables, rigides et envahissent des situations personnelles. Il y a une souffrance clinique significative. On peut commencer à faire des diagnostics au début de l'âge adulte et parfois à l'adolescence. Attention à l'adolescence. Et comme tous les diagnostics psychiatriques dans le DSM, il n'est pas mieux expliqué par une autre manifestation ou un autre trouble mental, et ce n'est pas lié à une substance ou à une autre pathologie non psychiatrique. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. On pourra faire un temps de questions, peut-être à un certain moment du diapo, ce sera peut-être plus facile. Oui. Hein? Oui, ça permettra à tout le monde d'interagir. Oui. Notez vos questions et puis on pourra peut-être s'arrêter au moment où tu penses s'arrêter pour poser des questions. Ok. Là, donc, je vous ai mis un tableau qui récapitule les différents troubles de la personnalité. Et sachez, on parle un peu en cluster, c'est-à-dire qu'on a regroupé les troubles de personnalité qui partagent certaines composantes, donc les personnalités émotionnelles. On en parlera peut-être pas mal avec la personnalité borderline, etc., les personnalités anxieuses. Voilà. Alors, en quoi c'est important sur ma pratique en soins primaires? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les patients présentant une personnalité pathologique ont une comorbidité plus élevée, un risque de comorbidité plus élevé, et donc ils sont plus sujets parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui leur permet une moindre adaptabilité aux événements de vie. Ils sont plus susceptibles aux troubles addictifs, aux troubles anxieux, aux troubles dépressifs. Et lorsque ces troubles sont présents chez des patients présentant une personnalité pathologique, le pronostic est plus péjoratif. C'est plus difficile à soigner et c'est souvent plus sévère. Le risque suicidaire est bien plus élevé chez les patients présentant des troubles de la personnalité. Et bien sûr, la répercussion fonctionnelle la plus importante, c'est l'impact sur la qualité de vie et l'insertion socio-professionnelle des gens. Globalement, lorsqu'on a le même mode relationnel avec le même mode de fonctionnement, quelles que soient les différentes situations, on est plus à même d'avoir des difficultés dans les relations interpersonnelles. Donc, on se fâche avec ses amis, on se fâche avec sa famille, etc. Ça crée des conflits. On a tendance à s'isoler. On peut avoir, par exemple, une instabilité dans les relations au travail, dans les relations de manière générale. Voilà, en termes de répercussions fonctionnelles. Il y a également une répercussion sur les soins, parce que le lien thérapeutique peut être plus compliqué, ce qui peut entraîner chez le thérapeute un sentiment d'impuissance, d'épuisement et une désorganisation des soins en fonction du trouble de personnalité.
On peut retrouver chez certains patients avec certains troubles de personnalité un peu spécifiques, on en reparlera après, une mise en échec de certains soins ou une tendance à l'auto-sabotage ou en tout cas une répétition de schémas. C'est typique d'un trouble de personnalité. Et chez certains troubles de personnalité, on peut avoir une externalisation de la problématique et de la recherche de solutions. L'externalisation des problématiques, c'est la tendance pour le patient à penser que s'il a un problème, c'est de la faute d'autrui et que finalement, les solutions doivent venir d'ailleurs, ou en tout cas, il attend que les solutions viennent d'ailleurs. Voilà. Alors, quelle est la conséquence d'une non prise en considération d'éléments de personnalité pathologique chez mon patient? Donc, on peut avoir une relation thérapeutique qui est impactée par le trouble de la personnalité. En clair, on a une relation qui est un peu à l'image, qui est un peu colorée par le trouble de la personnalité. On peut avoir un risque de sous-diagnostic ou de surdiagnostic des comorbidités psychiatriques et somatiques et des prescriptions inappropriées. Je me fais la réflexion que j'avais en tête de vous donner un petit exemple que vous voyez un peu ce que c'est, parce que je ne sais pas là si c'est clair ce que c'est qu'un trouble de la personnalité et ce que ça peut représenter, le fait d'avoir ces lunettes du trouble de personnalité pour une même situation. Imaginons, vous arrivez le matin au boulot et vous ne retrouvez plus vos clés. La personne qui aura sur le nez le trouble de la personnalité dépendante, Pierre-Yves expliquera ça tout à l'heure, et qui a tendance à se dévaloriser, à penser que tout est de sa faute et qu'il est incapable de gérer tout seul, va se dire « Oh là là, j'ai oublié mes clés, j'ai dû les perdre, je ne suis même pas capable de faire ça et ma journée a mal commencé. » La même situation avec quelqu'un qui a sur le nez les lunettes de la personnalité, du trouble de personnalité paranoïaque, par exemple, qui a tendance à avoir une surestimation, pas le mot, pas préjudice, parce que je cherche, qui a tendance à avoir un moi hypertrophié, je veux dire ça autrement. Voilà, qui a tendance à se sentir supérieur et qui a tendance à penser que les autres pourraient vouloir lui nuire. Il va se dire, ah non, c'est sûr, j'avais pris mes clés, c'est que quelqu'un me les a probablement volées et que si ça se trouve, c'est peut-être un tel et que voilà. Donc, pour vous dire que un même événement, en fonction des lunettes qu'on peut avoir de troubles de personnalité, entre guillemets, peut entraîner un vécu émotionnel complètement différent et des comportements aux situations qui sont complètement différentes. Et la personne qui souffre du trouble de la personnalité ne se rend pas compte qu'elle est porteuse de ces lunettes. Quels sont les pièges à éviter quand on est soignant en soins primaires face à des patients qui ont des traits de personnalité pathologiques ou des troubles de personnalité ou un trouble de la personnalité? La première chose, c'est de vouloir prendre en charge seul un patient présentant un trouble de la personnalité, surtout les troubles de personnalité graves, avec un risque de surinvestissement ou de désinvestissement parce qu'il y aura des demandes itératives ou inappropriées ou une mise en difficulté du soignant donc dans la relation thérapeutique. L'autre risque, c'est de négliger d'aborder avec le patient le cadre de soins, de vouloir diagnostiquer, de vouloir traiter un trouble de personnalité en soins primaires. Et surtout d'imaginer qu'on pourrait traiter un trouble de la personnalité en soins primaires avec un médicament, hein, ce qui pourrait entraîner le fait qu'il y ait une externalisation complète de toutes les difficultés. Au contraire, à cause de l'épuisement ou du désinvestissement
le soignant empêtré dans des demandes multiples, par exemple, finit par être fatigué par son patient, c'est de ne pas rechercher, de ne pas diagnostiquer, de ne pas traiter les comorbidités. Donc, il faut rester attentif. Ça reste des patients qui sont plus à risque que les autres de faire des dépressions, d'avoir des suicides, un risque suicidaire important, de troubles addictifs. C'est aussi le risque de tout mettre sur le compte du trouble de la personnalité et surtout de s'éloigner de sa mission première de médecin généraliste où la mission première, c'est le mieux-être et la bonne santé générale des patients. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit temps déjà de questions? Je ne sais pas trop si déjà sur cette partie-là, si vous avez... Est-ce que vous avez des questions, des remarques, peut-être envie de partage d'écran? Voilà, donc, bonjour aux derniers arrivés. N'hésitez pas pour les derniers arrivés d'indiquer votre profession à côté de vos noms et prénoms, ce qui nous permet d'adapter mieux les réponses aussi. Alors, sur cette première partie, sur une sorte de définition, finalement, est-ce que certains ont des questions ou des remarques, ou peut-être ça vous fait penser à des gens, des patients? Et puis, n'hésitez pas, hein, parce que moi, je vous dis, ça fait partie des choses que je trouve les plus difficiles à percevoir, à diagnostiquer. Et puis, on se faisait la réflexion lorsqu'on préparait la soirée avec Pierre-Yves que quand on était... ça fait partie des choses les plus difficiles à diagnostiquer en psychiatrie. Hein. N'hésitez pas à nous mettre les questions dans le chat et on y répond. Et pour compléter le propos de Célia, pour bien comprendre, hein, aujourd'hui, avec le recul et finalement l'expérience et l'expertise qu'on a, prendre en charge aujourd'hui, c'est-à-dire en second recours, hein, c'est-à-dire une personne qui vient consulter, souvent avec une demande de consultation qui va dans cette direction, quelque chose qui nous permet d'arriver à traiter une personne qui a des éléments de personnalité pathologique, ça prend en moyenne entre l'évaluation, le traitement et une forme de consolidation à peu près 2 à 3 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'on en discutait, c'est pas la place finalement des soins primaires d'aller faire ce type de travail, qui est un travail souvent assez complexe sur le long cours, qui demande d'avoir fait une bonne évaluation, d'avoir bien réussi à créer du lien, d'avoir déjoué un peu les obstacles qui sont inhérents aux éléments de personnalité, et ensuite d'arriver à utiliser des outils psychothérapeutiques efficaces qu'on va réussir à apprendre aux patients, qui va réussir à utiliser, qu'il arrivera à essayer, on va devoir le tenir pour qu'il les utilise au long cours. Donc vraiment, le propos de la soirée, on réinsiste, hein, c'est pas de faire de vous des experts, c'est-à-dire des diagnostics et de prise en charge, mais plutôt, un peu comme ce qu'on disait sur la première diapo, c'est qu'au même titre que vous êtes capable de prendre en compte l'âge, le sexe du patient, peut-être les antériorités dans les soins, les rapports compliqués qu'il a pu avoir avec d'autres soignants, et que vous prenez de manière plus ou moins conscientisée ces choses-là, dès que vous évaluez, dès que vous parlez à votre patient, et que vous lui faites des propositions thérapeutiques, c'est d'être capable d'avoir également dans, finalement votre grille de lecture et d'ajustement à votre patient cette connaissance sur les éléments de personnalité qui peuvent, au même titre qu'une personne, quand elle est plus âgée, vous faites attention sur certaines choses, au même titre qu'une personne douloureuse chronique, vous n'allez pas lui parler de la même manière de ses douleurs qu'à un autre patient standard, eh bien, il faut pouvoir être capable d'ajuster votre discours à ces éléments-là et d'ajuster vos propositions de soins à ces éléments. Alors, peut-être s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la deuxième partie. Ouais. Donc, à la suite. Donc, l'idée, c'était de vous proposer, on ne va pas reprendre toutes les personnalités, mais on va vous proposer des solutions à 2 niveaux, des solutions assez générales, des choses qui, à mon avis, en tout cas, et dans la préparation qu'on a eue avec Célia, nous semblent assez importantes à maîtriser, quel que soit finalement le métier qu'on a, à partir du moment où on doit gérer des patients, à partir du moment où on fait de l'humain. Et quel que soit le temps que vous avez aussi, hein, c'est-à-dire que vous ayez 15 minutes ou 45 minutes de consultation, ça va être applicable. Et donc applicable en soins primaires, dans une consultation standard de médecin généraliste. Et on viendra ensuite sur des conseils plus spécifiques en fonction finalement des types de personnalités. Très général, mais quand même à bien garder en tête, le patient n'a pas choisi. On peut considérer que c'est quand même un trouble. Hein. D'accord? Donc le patient, au même titre que n'importe quelle maladie, il n'a pas choisi d'être malade de manière générale. D'accord? Alors attention, il y a certains qui vont du coup pouvoir justement jouer la carte de l'externalisation, cette chose-là, mais
nous, on garde en tête, voilà, c'est généralement des causes de souffrance. Ils n'ont pas choisi et ils sont quand même dans une position voilà, de patients souvent en souffrance. Alors attention, c'est ce que je mets juste après, c'est-à-dire comprendre et accepter que c'est un trouble qui n'ont pas choisi, qu'ils sont avec, c'est de devoir tout accepter. Évidemment, ce qui est important très rapidement, et ça c'est un conseil pour n'importe quelle prise en charge, même quand ce n'est pas un rapport compliqué, vous avez des limites de tout possible. Je vais essayer de parler. Ouais, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que c'est mieux? Ouais, d'accord. Donc, je reprends juste ma diapositive rapidement en parlant un peu plus près du micro. Donc, ce que je disais de manière très schématique, c'est comme toute pathologie, le patient ne l'a pas choisi et il n'en a peut-être pas conscience. D'accord? Sur cette caractéristique-là de certains troubles psychiatriques, le patient n'a peut-être pas forcément conscience qu'il souffre d'un trouble de personnalité. Et effectivement, comme tout trouble ou pathologie, il ne l'a pas choisi. Ce que je disais, c'est que même si on comprend bien ça et on l'accepte, ça ne veut pas dire qu'il faut tout tolérer et qu'il va être fondamental de poser un cadre. Et ce cadre, on va en parler, je vais vous détailler la façon dont on pose un cadre et des limites. Ce que je vous conseille de manière générale, ce n'est pas d'attendre de voir que la relation thérapeutique est compliquée, mais c'est de teinter quand même votre pratique et d'essayer de manière assez systématique de mettre un cadre. Et si vous ne le faites pas de manière systématique, ce n'est pas très grave, mais si vous sentez que la relation va être compliquée, il va falloir rapidement en mettre. Et de manière générale, on ne se dit pas foutu pour foutu, c'est des patients chiants, c'est compliqué, moi ça me prend trop de temps. On va quand même garder dans un coin de notre tête que c'est quand même accessible à un suivi psychologique, voire psychiatrique, et que c'est potentiellement évolutif. On tombe souvent sur des définitions où il y a une notion de stabilité. Stable ne veut pas dire immuable. D'accord? Et donc, c'est des choses qui pourront évoluer dans le temps avec un travail bien conduit. Alors, vous verrez, je ne vous le conseille pas de le formuler ou de le proposer tout de suite pour tous les types de personnalités. Mais dès que vous avez un bon lien avec votre patient, que le cadre est bien posé, que ça se passe plutôt pas mal et que les éléments de personnalité arrivent à être partagés avec vous et votre patient, il va falloir pouvoir l'accompagner ou l'orienter vers une prise en charge. Et là, ce sera une prise en charge effectivement de second recours et une prise en charge psychiatrique ou psychologique bien conduite. Souvent en fonction du trouble avec plusieurs intervenants. Alors, le cadre. Le cadre, de manière générale, je vous ai donné une définition assez générale. Nous, c'est vrai que c'est des choses assez classiques en psychothérapie, mais en gros, ça va être l'ensemble des conditions pratiques et psychologiques qui vont permettre le processus de soin. Donc, c'est où est-ce que je consulte, c'est à quelle fréquence je vois mon patient, c'est de lui spécifier la durée de vos rendez-vous. Plus vous avez des rendez-vous courts, plus vous avez intérêt d'informer les patients que le rendez-vous il est délimité dans le temps. Hein. Parce que sinon, la temporalité du patient, ce n'est pas forcément votre temporalité de la journée et des consultations qui s'enchaînent. Au contraire, le patient, souvent, il aime bien prendre son temps. C'est plutôt la majorité qui prend son temps. Expliquez les modalités d'accès aux soins, où est-ce que vous proposez, votre secrétariat, est-ce que vous avez des créneaux d'urgence, c'est quoi un créneau d'urgence, comment ça fonctionne, comment on peut le solliciter, qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de l'urgence. Et du coup, ça induit des règles et donc des limites. Je vais préciser ce qu'est une limite. Une présentation des personnes qui interviennent avec vous si vous travaillez en équipe. Est-ce que je travaille avec un infirmier azalé? Est-ce que je travaille du coup avec une psychologue dans le cabinet? Est-ce que je travaille avec un collègue? Est-ce que j'ai un remplaçant? Et pareil, vous pouvez définir les rôles qu'ils ont et les missions qu'ils ont. Parce que il va être nécessaire que vous précisiez tout ça pour ne pas laisser du flou. Et en l'occurrence, avec des personnes qui ont des personnalités complexes à gérer, le flou va vous desservir. Ils vont s'engouffrer dans tous les éléments un peu de flou pour un peu désorganiser la mobilisation, en tout cas mobiliser de manière inadaptée les soins. Et dernier point du cadre, qui me semble aussi assez fondamental, en tout cas il faut y aller assez rapidement, c'est quoi les objectifs de votre prise en charge? Si ça part surtout dans tous les sens, il va falloir rapidement aller aux objectifs. Souvent, vous avez un patient pas trop compliqué qui vient avec une seule demande, l'objectif il est relativement tacitement partagé, c'est relativement clair. Mais dès que vous avez un patient très éparpillé, en souffrance, où il y a des plaintes somatiques, des plaintes psychologiques, des plaintes sociales, des plaintes interpersonnelles, il y a intérêt à mettre des objectifs. La pose du cadre, elle peut être vue par certains professionnels de santé comme quelque chose qui est un peu restrictif ou quelque chose qui peut nuire au lien thérapeutique ou à ce qu'on appelle au sens plus large l'alliance thérapeutique. C'est une idée erronée. Aujourd'hui, toutes les études et les éléments psychologiques qu'on a à notre disposition, au contraire, ça participe à l'alliance thérapeutique, ça participe à quelque chose qui est plus efficace. Aux patients qui ont des éléments de personnalité compliqués, on va les détailler plus tard, qui ont tendance à se disperser, ça ne les rassure pas de ne pas avoir de cadre en réalité.
ça les angoisse plus. Et donc, ils partent encore plus dans tous les sens. Ils ne savent pas par quel bout réussir à accrocher le lien, accrocher la prise en charge. Et du coup, ça les met globalement en difficulté. Et donc, le fait de poser un cadre, ça ne va pas les restreindre ni les contraindre. En réalité, voyez-le comme quelque chose qui va les rassurer et qui va être plus confortable à la fois pour lui et surtout pour vous aussi. Hein, mais pour les deux, il faut bien le voir. Les limites. Les limites, en gros, c'est ce que vous ne tolérez pas. D'accord ? Faut être très clair. D'accord ? Il y a des limites qui sont inhérentes à votre pratique. Voilà. Il y a des limites personnelles. Il y a des limites, par exemple, on parlait tout à l'heure des consultations d'urgence. Bah, c'est quoi une consultation d'urgence? Qu'est-ce qui n'en est pas une? Et vous ne devez pas venir sur certains motifs sur une consultation d'urgence. Ça peut être du coup une limite. Voilà, je ne tolère pas qu'on vienne, je ne sais pas, sur mes créneaux d'urgence pour un renouvellement d'ordonnance. Il y a des limites un peu plus tacites. Les limites tacites vont être surtout des choses de l'ordre de l'irrespect, de la violence, si ça n'a pas été établi, de la non-venue systématique ou répétée au rendez-vous. Voilà, ça peut être on vous a falsifié une ordonnance. Voilà, ça n'a pas été dit d'emblée parce qu'on ne pense pas à toutes les limites forcément dès qu'on pose son cadre. Mais voilà, c'est des choses qui ne se font pas et elles vont émerger, soit elles sont tacites, soit elles vont émerger par la transgression du patient. Et il va falloir les redéfinir et lui redire. C'est important. D'accord? Que pour vous, ça, c'est pas tolérable. Et pour que vos limites aient une valeur, c'est très comportemental, très éducatif, et c'est un phénomène qu'on appelle de renforcement négatif en psychologie. Il faut que vous ayez des conséquences, et qu'il y ait des conséquences qui soient plutôt dissuasives à vos limites. C'est-à-dire, en gros, si vous venez pour un renouvellement d'ordonnance sur le créneau d'urgence, eh ben, je ne vous recevrai pas déjà, je vous ferai ressortir, et je ne vous referai pas votre ordonnance, par exemple. Voilà. Vous falsifiez du coup une de mes ordonnances, j'arrêterai mon suivi, si ça recommence. Ouais, je veux dire, au passage, allez vérifier, vous avez le droit d'interrompre vos suivis. Même en tant que médecin généraliste, il y a des choses définies dans le Conseil de l'ordre qui définissent de manière d'ailleurs assez floue ce qui pourrait nuire au lien thérapeutique et qui peuvent être un critère d'interruption de votre suivi. Donc, ne vous sentez pas non plus en otage ou dans quelque chose où vous devez absolument assurer la continuité des soins, coûte que coûte, y compris avec des patients qui ne vous respectent pas. L'idée ensuite, c'est que si vous êtes capable d'avoir défini vos limites, si vous avez dû les re-expliquer si elles ont été transgressées alors qu'elles n'avaient pas été définies et que vous définissez bien les conséquences qui vont avec, bah, c'est d'appliquer les conséquences. Parce que si vous n'appliquez pas les conséquences, vos limites n'ont aucune valeur et le patient continuera à les transgresser. Tout le monde en a déjà fait l'expérience. Vous avez des patients, vous leur dites c'est pas très grave, ils ne sont pas venus à un rendez-vous. Ce sont des patients qui statistiquement louperont à nouveau des rendez-vous. Ouais, et ça, on en a tous fait l'expérience. Ceux sur lesquels vous êtes assez rigide, voire dissuasive, quelle que soit la méthode, ils loupent moins leur rendez-vous. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. D'accord ? Les gens fonctionnent comme ça et on a tous un fonctionnement psychologique, c'est-à-dire quand il y a des facteurs, ce qu'on appelle de renforcement négatif, on aimerait éviter parce que ce serait assez pénible voilà, s'ils arrivent, et bah, du coup, on fait plus attention à respecter la limite qui est associée. La définition des rôles et missions. Donc, bah, c'est qu'est-ce que vous faites, hein, d'accord, en gros, de manière générale. Qu'est-ce qui relève de vos soins, qu'est-ce qui relève de votre expertise et, du coup, associé, qu'est-ce qui n'en relève pas. Il va être important pour certains patients de préciser ce qui n'en relève pas. D'accord ? On n'a pas un temps infini pour poser un cadre, poser des limites, expliquer ce qu'on ne tolère pas, expliquer du coup ce qu'on fait, expliquer ce qu'on ne fait pas. Donc, je vous conseille de rôder un peu votre discours de manière assez générale. Dès que vous faites ça, il faut que ça puisse être relativement rapide, mais il ne faut pas hésiter à y revenir. D'accord ? Il ne faut pas hésiter à y revenir, il ne faut pas hésiter à reposer le cadre si vous sentez que ça prend une direction compliquée. Il ne faut pas d'ailleurs hésiter des fois à prendre un rendez-vous entier où on met de côté la problématique du patient si ça part dans tous les sens et on redéfinit justement le cadre thérapeutique, le rôle et les missions, voire les objectifs. Vous gagnerez beaucoup plus de temps à faire ça et à mettre tout en stand-by pour reposer le cadre et justement les rôles et les missions que d'essayer coûte que coûte de jouer aux pompiers où à chaque fois il faudra gérer un incendie différent. Les rôles du mission et des médecins du mission généraliste, on le trouve, il y a des choses, alors vous le savez déjà tous, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, j'ai une mission curative de premier recours, je peux vous orienter vers d'autres spécialistes et je peux faire de la coordination, je peux vous aider sur des choses de l'ordre du dépistage, des choses de l'éducation pour la santé, alors on ne le formule pas comme ça, mais c'est l'idée générale, vous voyez. Voilà. Alors, vous avez une mission qui est définie, qui est un peu floue, et je la trouve un petit peu bâtarde, elle m'a fait un peu sourire dès que je suis allé la chercher, qui est conseil, aide sociale, prévention. Donc, c'est un peu le truc un peu fourre-tout.
Et il faut faire aussi un peu attention, je pense qu'il faut définir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas de ça, hein. Et auprès du patient, pour que ce soit aussi clair pour lui, que vous ne soyez pas finalement… Oui, voilà. notamment, c'est vrai que par rapport à tout ce qui va être question d'ordre social, on a beaucoup de questionnements des patients sur finalement des choses qui ne relèvent pas directement de nos compétences, de notre champ de compétences, pour lesquelles d'ailleurs on n'est pas forcément très compétent, il faut le dire. Alors on connaît des trucs parce qu'au bout d'un moment on a compris comment fonctionnait tel ou tel organisme, etc. Mais d'une part, la réponse peut être assez incertaine, ce qui ne va pas forcément aider le patient. Et d'autre part, effectivement, on va se retrouver un peu happé comme ça sur des questions qui sortent de notre champ de compétences. Et au bout d'un moment, c'est assez agaçant, il faut le dire. Donc là, je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter à envoyer le patient vers l'assistante sociale de secteur, avec qui d'ailleurs, on peut faire d'ailleurs le lien, hein, on peut dire, écoutez, je vous propose d'appeler la Maison des Solidarités, appelons-les ensemble, comme ça, on prend rendez-vous ensemble, voilà, hop, et il a un rendez-vous, il a un interlocuteur, et comme ça nous permet de sortir ce champ-là de la consultation. Les objectifs. Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est pas systématique, mais je vous conseille, si c'est très dispersé, de définir les objectifs le plus clairement possible. Et idéalement, on essaye de faire participer le patient. Si le patient part dans tous les sens, on lui fait lister des objectifs, on lui fait lister ses attentes, on peut les reprendre ensuite un à un, et on explique ce qui relève de ce qu'on va pouvoir lui proposer, de ce qui ne relève pas de votre expertise. Vous voyez, ça permet un peu de discriminer les choses, que ce soit clair finalement pour lui, et que ça ne parte pas finalement dans tous les sens. On peut lui faire hiérarchiser si on veut, voilà, ils ne le font pas tous, et ensuite on peut choisir sur quoi on part. On conseille aussi, et ça c'est plutôt une gestion un peu de l'entretien ou au rendez-vous, probablement c'est un entretien, une problématique, hein, ou un entretien, un objectif. On ne part pas sur 50 trucs à la fois dans un entretien, surtout une fois que vous avez réussi à faire un peu le lien thérapeutique, que les différentes problématiques ont été abordées, qu'on a un peu hiérarchisé. Ensuite, il faut tenir, bien sûr adapté au contexte s'il y a des urgences, mais s'il n'y a pas d'urgence, on essaye de tenir ces objectifs sans revenir en permanence sur ce qui a été défini au préalable. Je finis là sur mes conseils assez généraux. Donc, vous voyez que c'est des conseils finalement applicables à n'importe quel patient, pas forcément des patients qui ont des éléments de personnalité, mais ça va être, selon nous en tout cas, ce qui va être le plus utile en soins primaires pour gérer finalement des personnes qui ont des éléments de personnalité. On va rentrer un peu plus dans le détail dans la deuxième partie un peu des solutions. Mais déjà, sur ces aspects généraux, on peut faire un petit temps de questions. Est-ce que vous avez des remarques ou est-ce que vous avez des points sur lesquels vous souhaiteriez, je ne sais pas, des précisions? N'hésitez pas à nous dire. Ou peut-être des patients à qui vous pensez, des situations que vous avez vécues et qui se trouvent éclairées par ces éléments. C'est très clair. Moi, peut-être, je peux parler des patients qui, effectivement, vont avoir des demandes. Alors, des demandes qu'on juge illégitimes d'un point de vue du point de vue du médecin, et qui sont des demandes qui ne sont pas si dingues que ça, hein. C'est une ordonnance sans consultation, c'est un horaire de rendez-vous un peu spécifique, c'est rajouter la personne sur le planning parce que là, vraiment, elle se sent très, très mal. Voilà. C'est des demandes comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement, entre la personne qui va mal, vraiment, il y a besoin d'un rendez-vous, et la personne qu'on considère comme trop demandeuse et exagérant un peu, voire exagérant ses symptômes auprès de la secrétaire, aussi, hein. Évidemment, moi je trouve que le plus difficile là-dedans, c'est qu'on va vite être agacé par cette personne et finalement moins bien la soigner. Puisque à chaque fois qu'il va y avoir une demande, on va dire ah, pas monsieur truc ou pas madame machin, c'est pas possible. Moi, je trouve que c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à être dans quelque chose de suffisamment un peu lointain pour pas finalement perdre, enfin, que le patient perde des chances de soins.
Si vous n'avez pas de questions, on peut enchaîner. Vraiment garder en tête la pose du cadre, la pose des limites, la redéfinition des missions et des rôles, la définition des objectifs. Vous tenez ça, on a déjà quelque chose qui va être beaucoup plus confortable, je vous dis, à la fois pour vous et à la fois pour le patient. Donc là, on rentre plutôt dans des profils spécifiques. Donc, je vous rappelle, c'est les approches, ce qu'on appelle catégorielles de la personnalité. On le redit, c'est pas ce qui représente ou ce qui est le plus représentatif aujourd'hui. On utilise vraiment plus de manière fine ce qu'on appelle des approches dimensionnelles, mais ça permet d'avoir une idée quand même assez générale, plutôt d'une tendance qu'aurait le patient. On va commencer du coup par des personnalités plutôt dans la famille, ce qu'on appelle plutôt anxieuses. Alors vous verrez que j'ai redéfini quelque chose de plus général chez les anxieux par la suite, mais là on va rentrer plus spécifiquement sur les gens qui sont dépendants. Donc les gens qui sont dépendants, ils vont avoir des modes de fonctionnement. Donc c'est les fameuses lunettes dont vous a parlé Célia tout à l'heure, pour faire simple. Et les lunettes, ils en ont plusieurs. En fait, il y a plusieurs filtres à leurs lunettes qui vont être ce qu'on appelle la dépendance. C'est ce sentiment qu'ils ne peuvent pas réaliser les choses sans autrui et qui vont avoir besoin de quelqu'un d'autre du coup pour réaliser les choses. L'aspect incompétence, c'est un sentiment vraiment d'incapacité. Ils ne sont pas capables de faire les choses. C'est souvent des gens qui ont une confiance en soi relativement faible. Ils vont avoir ce qu'on retrouve chez beaucoup de personnes anxieuses, ce qu'on appelle la peur des événements incontrôlables, c'est-à-dire tout ce qui est incertain et qui n'est pas maîtrisable du tout, sur lequel ils n'ont pas d'action possible. Bah, souvent, ils ont tendance à l'anticiper, ils en ont peur, ils ruminent dessus, ils ont des anticipations anxieuses. Ils ont des aspects aussi de surprotection, ce qu'on appelle, ils ont un besoin de sécurisation qui est plus important que la moyenne. Et ce qu'on appelle d'échec, c'est une tendance à penser qu'ils ne vont pas réussir ce qu'ils entreprennent. C'est un peu différent de l'incompétence. Là, c'est vraiment je vais rater, je ne vais pas réussir. Et ce joli cocktail favorise des difficultés qui sont plutôt de nature anxieuse, une tendance plutôt à l'évitement et surtout, chez ce profil-là, une recherche excessive de réassurance et une recherche excessive vraiment à ce que autrui soit là, le rassure, lui trouve des solutions. Et ça, en soins primaires, vous devez, et vous en avez forcément des patients comme ça, et c'est des patients qui vont être extrêmement énergivores, entre guillemets. Voilà, qui vont vous prendre beaucoup de temps. C'est des patients qui parlent énormément, qui ont beaucoup de difficultés à partir de la consultation. Moi, les quelques-uns que j'ai en consultation en ville, il y en a certains, je ne vous mens pas, je me lève, j'ouvre la porte, ils sont assis, ils continuent à parler. Et c'est vraiment, ils sont en grande difficulté, ils ont une peur bleue de se retrouver seuls. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment une angoisse à se retrouver seul parce qu'avec les fameux filtres que je vous ai décrits, quand ils sont seuls, ils ne sont pas capables, ils sont vulnérables, il va leur arriver des choses et ils vont se planter dans leur façon de le gérer. Vous voyez, il faut bien comprendre qu'il y a ces filtres-là qui sont sous-jacents et qui induisent du coup une façon de fonctionner particulière. Il y a une tendance à l'externalisation, ces profils de patients quand même. La problématique, c'est pas eux, c'est eux, ils sont comme ça, il faut qu'on les aide, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, ce que je veux dire. Ils peuvent avoir petit à petit une conscientisation de leur dépendance, et on va essayer de les y amener, ça va être l'objectif. Quand vous refusez l'aide, et c'est ça qui peut être aussi assez désagréable en soins primaires, c'est-à-dire que quand vous commencez à essayer de poser des limites, etc., c'est des patients qui pourront rentrer dans une tentative de culpabilisation et une tentative de susciter votre inquiétude aussi. C'est des stratégies assez classiques. Donc la culpabilisation, c'est mais vous me laissez tout seul, vous vous rendez pas compte, etc. Il va m'arriver ci ou ça. La tentative de susciter l'inquiétude, je vais plus en pouvoir, vous savez, je ne sais pas si vous me reverrez la prochaine fois. Voilà, les classiques, plus ou moins avec il va leur arriver quelque chose, leur maladie va se déséquilibrer, ils sous-tendent peut-être qu'ils vont se suicider mais sans jamais en parler. Ça va être ce type un petit peu de ce qu'on appelle des tentatives de susciter l'inquiétude et la culpabilisation. Donc, quoi faire avec ces profils-là? Donc, je rappelle, la soirée n'est pas pour but de les soigner ni de les traiter. C'est plutôt comment on va essayer, nous, de continuer à bien pouvoir leur prodiger les soins et assurer notre mission. Donc, l'idée, c'est d'être plutôt constant, et ça, je vous le conseille avec finalement toutes les personnes et tous les types de personnalités. Soyez constant dans votre façon de fonctionner. Si vous êtes constant, vous êtes un peu plus prédictible pour le patient, il aura beaucoup plus de facilité à être lui aussi un peu plus stable en réalité. Donc, on essaye, c'est pas forcément facile dès qu'on est claqué, dès qu'on est en fin de journée, dès qu'on a déjà eu des patients compliqués, dès qu'on est en retard, etc. Mais essayez d'avoir quand même
et d'être un peu plus vigilant, à être constant avec ce type de patient. Constant dans son verbal, constant dans son non-verbal, constant dans sa façon de gérer son entretien. Voilà. Voilà. On hiérarchise et on priorise. Classique, hein, c'est des patients qui vont se disperser avec de multiples plaintes. Il faut les aider. Il y a toujours une problématique sur laquelle ils sont en danger. Il faut absolument que vous leur trouviez une solution. Donc, il va falloir surtout pas jouer aux pompiers. Je vous rappelle, gardez cette image. Vous n'êtes pas là pour éteindre des incendies. On va essayer de prendre un peu de recul et on va reprendre les choses un petit peu dans l'ordre. Si on joue aux pompiers, c'est pas efficace. On peut jouer aux pompiers pendant quasiment 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il ne s'est rien passé. Vous pouvez leur dire comme ça. Moi, c'est comme ça que j'explique aux patients. Si vraiment, là, vous voyez, vous venez à chaque fois avec une nouvelle problématique aiguë, on va essayer d'y réagir, on va se précipiter, on va essayer de trouver des solutions, et puis 2 ou 3 fois après, vous venez avec une nouvelle problématique, et j'ai l'impression qu'on fait ça depuis 6 mois ou depuis 8 mois. Et ça me pose question. Voilà. Et vous pouvez aller les chercher sur ce terrain-là pour un peu essayer de les faire conscientiser qu'il y a une mobilisation quand même des soins qui ne colle pas, quoi. Enfin, qui n'est pas efficace. C'est pas que ça colle pas, qui n'est pas efficace. On va essayer de les amener vers une autonomisation. Donc, je vous rappelle, avec tous les petits fils qu'ils ont sur les yeux, ils ne sont surtout pas dans une vision qu'ils doivent gérer les choses seuls, parce que s'ils les gèrent seuls, ils ne vont pas réussir, il va leur arriver des trucs catastrophiques, ils sont vulnérables, et il faut surtout qu'ils aient de l'aide, parce que c'est comme ça que ça peut avancer, que ça peut fonctionner. Donc, on va petit à petit essayer de les amener vers le fait qu'il y a quand même un vrai cercle vicieux qui, en fait, finalement, les restreint énormément. C'est que si finalement on les aide et qu'on ne les autonomise pas, ils auront toujours besoin de quelqu'un pour les aider. Ils n'arriveront jamais à faire quelque chose seuls et ils seront toujours très démunis et très vulnérables à la solitude. On va essayer de les amener petit à petit sur ce terrain. Vous pouvez, en soins primaires, commencer à, si vous avez un bon lien avec ces patients-là, à pouvoir évoquer quand même cette importance de les autonomiser et le fait que vous ne répondrez pas à toutes leurs sollicitations. Et le fait que de ne pas répondre à toutes leurs sollicitations, c'est de les aider en réalité. Que si vous continuez à répondre à toutes leurs sollicitations, finalement, vous entretenez leur dépendance. Et vous pouvez aller les questionner sur est-ce qu'ils ne souhaiteraient pas pouvoir, vous voyez, des fois un peu seuls, réussir à faire certaines choses, réussir à être un peu seul au domicile, réussir à pouvoir être bien un week-end où leur compagnon est parti. Vous voyez, ça va être ce type un peu, voilà, les profils dépendants qu'on a en consultation classiquement, vous voyez, c'est des patients, le compagnon ou la compagne par une journée, c'est la catastrophe. Vous voyez, donc, aller sur des exemples qui pourraient leur parler, vous voyez, et sur lesquels ils pourraient y voir une forme de bénéfice. Toujours dans les petites, mais c'est assez logique, hein, qu'est-ce qu'on évite avec ce type de patient? On ne donne pas son numéro de téléphone, son mail, etc. D'accord? Là, c'est la porte ouverte à une sollicitation excessive. Même si vous posez vos limites dessus, là, vous allez être un mail. Hein. D'accord? Parce que ce qui va considérer comme urgent, ce n'est pas votre vision de l'urgence à vous. Hein. Est-ce que je veux dire? Et même s'il est débordé par ses angoisses, il vous sollicitera. D'accord? Même si c'est une question qui est très urgente. Donc, on évite de donner ses coordonnées à ce profil de patient, sauf si vous voulez travailler le soir, la nuit, le week-end. Chacun ses choix, mais... Juste dire quelque chose. Quand Pierre disait on évite de répondre à toutes les sollicitations, donc c'est les sollicitations de réassurance, de faire pour le patient, etc. Mais ça peut aussi, dans certains cas, parce que j'imagine que vous en avez, c'est expliquer aux patients ce pourquoi on ne prescrit pas l'examen complémentaire, ce pourquoi, par exemple, tu as vu dans les personnalités anxieuses, ce pourquoi on n'accède pas à leur demande de réassurance, ça fait partie à l'item global, on évite de répondre à toutes les sollicitations. Et puis ça peut être aussi, on ne répond pas forcément à la minute à tout. Notamment, hein, on a beaucoup de patients qui laissent des messages au secrétariat avec voilà, j'ai reçu mon résultat de biologie, de prise de sang. J'ai lu sur Internet que je ne sais pas quoi. À l'école de mon fils, il y a un cas de scarlatine. Comment je peux savoir si j'en ai une parce que j'ai des school, voilà. Donc, il y a tout un tas de messages comme ça. Et des fois, ne pas répondre trop vite, voire oublier de répondre. Ça peut être pas mal. C'est ça, hein. C'est-à-dire surtout, c'est vrai qu'on ne le met pas dans notre diapo, mais pas d'immédiateté avec ces patients-là, parce qu'on renforce la demande de rassurance et l'accessibilité à la rassurance, en fait.
et pas de réponse systématique, parce que sinon, effectivement, on va avoir, voilà, et quand on le fait, on va expliquer pourquoi on le fait. C'est le petit conseil qu'on vous donne. Non pas parce qu'on veut les mettre en difficulté, mais parce que le faire, justement, entretient leur dépendance. De manière plus globale, je vous ai parlé de ce qu'on appelle de personnalité anxieuse. En gros, c'est toute la famille, hein, obsessionnelle, justement dépendante. On va être vraiment sur ces profils-là. De manière générale, ils ont des filtres un peu similaires aux dépendants, sauf que cette fois-ci, ils n'ont pas le petit filtre de dépendance, justement, et d'incompétence. Mais ils ont ces fameuses peurs des événements, ce qu'on appelle évitables et incontrôlables, et la peur des événements, ce qu'on appelle évitables, sur lesquels ils auraient. De manière globale, ce qu'on utilise, nous, c'est ce qu'on trouve dans le trouble anxieux généralisé, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. Ils ne supportent pas l'incertitude du monde. C'est compliqué pour eux, d'accord? Tout à l'heure, on vous faisait un peu les statistiques dans la pièce. Nous, on est des bons anxieux. Alors, on a nos beaux traits qui vont probablement dans cette famille-là. Donc, vous êtes rassurés, on est 20, on a au moins 2 personnes là, sur. Je crois qu'on a coché toutes les stats là. Mais en gros, vous voyez, voilà, le monde est coloré d'une certaine peur de ce qui pourrait se produire et sur lequel il n'y aurait finalement pas de contrôle, et avec un petit filtre qu'on appelle la négativité, c'est-à-dire que ça va mal se passer. C'est-à-dire qu'il pourrait se passer des choses, mais pas des choses positives. J'anticipe pas en sortant de mon cabinet que je vais croiser un pote d'enfance que je n'ai pas vu depuis longtemps et ça va être super cool. Non, j'anticipe que peut-être il faut que je fasse gaffe avec mon vélo, qu'il faut que je rentre pas trop tard, que ma compagne va râler si je ne l'ai pas prévenu et que ça fait 2 heures que je suis à la bourre. Voilà, je teinte finalement d'une coloration, vous voyez ce que je veux dire, plutôt négative, alors qu'on pourrait tout à fait être beaucoup plus neutre dans sa lecture des choses et ses anticipations. L'émotion prédominante, c'est l'anxiété. Les stratégies prédominantes, c'est l'adaptation. La majorité de leurs comportements sont orientés de cette manière-là, en fait, en réponse justement à leur filtre. Donc il y a des évitements. L'évitement, c'est je ne me confronte pas à ce que je redoute, comme ça me soulage. La recherche excessive de rassurance, je trouve des choses qui me rassurent. Et le contrôle, c'est je vais trouver des stratégies souvent très énergivores pour essayer justement de maîtriser au maximum l'incertitude. Ce qui est en réalité peine perdue, mais de manière un petit peu comme ça, on peut avoir l'impression de contrôle. Mais ça peut donner ce qu'on rappelle, un bon exemple de surcontrôle, c'est des stratégies souvent qu'on trouve chez les personnes perfectionnistes. On va tout faire carré, on va faire ça, on va faire tout à 150%, comme ça, moins de risque de se planter. On augmente son sentiment de contrôle. Les troubles associés, on vous parlait des comorbidités psychiatriques qui sont plus importantes, clairement les troubles anxieux, le trouble anxieux généralisé, la dépression, c'est des gens qui ont plus fort risque de se déprimer que la moyenne, souvent par anxiété récurrente, stress vraiment chronique, excessif, et les conduites addictives, souvent à l'idée anxiolytique, l'automédication de leur anxiété. En soins primaires, le classique, ça va être vraiment sur des profils avec des problématiques type quasi-nosophobie, qu'on n'est pas loin, sans forcément que ce soit une phobie à proprement parler. Ça va être ceux qui focalisent sur leur santé ou sur une problématique spécifique ou sur une problématique somatique spécifique et qui vont venir vous solliciter avec justement complètement débordés par leur incertitude. Vous voyez, ils vont vous voir, vous, comme quelqu'un qui doit répondre à leur incertitude. Et ils vont vous demander plein de questions et ils vont vous demander tous les examens complémentaires du monde. Et quand vous allez leur dire que vous ne savez pas ou quand vous allez leur dire que les examens complémentaires n'ont rien retrouvé, ça ne va pas les satisfaire. Parce que si l'examen complémentaire n'a rien retrouvé, c'est peut-être qu'on n'a pas bien cherché ce qu'il fallait. Et donc, c'est sans fin. Et ça va être du coup non-stop, vous voyez ce que je veux dire, dans une recherche de rassurance. Finalement, on ne peut jamais être rassuré, c'est ce qu'il faut comprendre. Et plus on vient valider la demande de réassurance, plus la tolérance à l'anxiété augmente et en fait, plus ça vient alimenter le cercle vicieux de l'anxiété. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là? Donc, c'est plus général, un peu moins spécifique que les patients dépendants. On reste constant, comme je vous ai dit. On définit bien, on rappelle les durées de la consultation, ça je vous l'avais dit aussi. On donne des informations claires et précises, mais on ne se répète pas 50 000 fois. Vous voyez, on peut faire un peu le disque rayé, même je vous conseille, c'est-à-dire on n'en rajoute pas. On dit juste, voilà, je vous l'ai expliqué, je vous le réexplique. Voilà un peu ce que je peux vous dire, voilà ce que je ne peux pas plus vous dire. On essaye d'être rassurant et d'aider à relativiser. On peut pointer le fonctionnement et la demande excessive de rassurance. On peut lui prévoir quelques petites minutes de questions, mais on lui dit bien, attention, passez ce temps-là, je ne pourrai plus vous répondre à votre question, donc choisissez les liens. D'accord. Et on pose des limites claires sur les sollicitations et la limitation excessive des soins.
En fait, c'est applicable aussi aux dépendants, tout ça. Vous voyez, mais là, c'est pour des choses plus générales. Les gens qui sont vraiment anxieux sans sollicitation ou sans... Eux, c'est des patients anxieux au sens large n'ont pas forcément la petite caractéristique de ne pas pouvoir se sentir seul, d'avoir peur de la solitude. Ça va être vraiment les dépendants. Bien sûr, on évite le cercle vicieux du renforcement de la réponse aux sollicitations. L'immédiateté aussi, comme disait Alice, très important. On essaie d'éviter d'être dans l'immédiateté. On évite la dramatisation. Il arrive qu'en tant que professionnel, devant certains résultats, on se dise « ça craint ». Ouais. On est encore nous-mêmes dans une forme d'incertitude. On ne sait pas trop. Vous voyez, n'allez pas alimenter l'incertitude de vos patients. On peut leur dire, écoutez, voilà, là, on a des éléments. Ces éléments impliquent d'autres examens. On ne peut pas en dire plus à ce stade-là. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Essayez de doser, entre guillemets, pour ne pas rentrer dans quelque chose qui va alimenter la dramatisation de votre patient. Surtout s'il focalise sur des pathologies spécifiques. Si ce n'est pas sur une pathologie sur laquelle il a l'habitude de focaliser ou autre, ça peut aller. Vous pouvez donner plus de détails, mais je n'ai pas de solution miracle à vous donner là-dessus, mais il y a une question de dosage, en fait, qui est importante à essayer de maîtriser avec ces patients-là. Parce que vous avez moins besoin de faire sur des profils qui ne sont pas anxieux. En tout cas, éviter de répondre à des questions sur des diagnostics hypothétiques. Voilà. Donc, on n'a absolument pas finalement de certitude nous-mêmes qui sont potentiellement possibles, mais on n'en sait rien en fait. Typiquement, il vient avec une anémie sur son bilan, il pense qu'il a une hémorragie digestive, vous commencez à lui expliquer c'est quoi l'hémorragie digestive. Ben non, en fait, surtout pas. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une anémie, c'est lui-même qui a fait un lien avec une pathologie spécifique, il va vous poser des questions dessus. On ne va pas sur ce terrain. Et donc, moi, j'ai par exemple un type de réponse qui est écoutez, là, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une anémie à la prise de sang. Voilà. Et je ne sais pas la reste. Oui, mais c'est peut-être un cancer, peut-être, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, on va avancer pas à pas. On va se revoir après chaque examen, si vous voulez, pour que je vous explique, que je puisse vous expliquer les résultats. Mais de toute façon, là, il y a trop de trucs différents. Et des fois, il faut le répéter quand même 3-4 fois avant que vraiment... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alice. Répéter et puis rester factuel. Là, Alice disait, il y a une anémie. Sans dire, non, mais c'est probablement pas grave. En fait, on n'en sait rien. J'imagine que vous ne faites pas ça dans votre pratique et que vous avez l'habitude, hein, mais je le rappelle, pas de fausse réassurance non plus, en fait. Hein. En fait, ce qui marchera le mieux, c'est une espèce de constance factuelle. Vous voyez, on reste sur les faits, on est constant. On peut dire qu'on ne sait pas, il ne faut pas hésiter à dire qu'on ne sait pas. Par contre, il faudra bien leur expliquer, mais qu'on va chercher et que le prochain entretien sera dédié à ça, qu'on pourra en reparler et donner-leur par contre une visibilité de la suite. Ça va les rassurer. Et on reste du coup factuel et sur ce qu'on va pouvoir leur proposer. On ne va pas se faire embarquer sur le terrain des aspects hypothétiques. Des fois, ça va attiser votre... Ils vont bien vous solliciter des fois. Hein. Ils sont malins, hein, vous allez voir. Des fois, ils vont jouer sur « mais vous savez, vous connaissez bien, expliquez-moi ». Ils vont être dans un petit truc un petit peu de séduction pour aller vous chercher. Des fois, ils vont être dans un truc « mais ça m'inquiète énormément, j'ai lu ça sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez, docteur ?» etc. Voilà, donc, et vous, qu'est-ce que vous en pensez donc, il faut faire attention à ces sollicitations qui ont pour but, en fait, justement, d'aller chercher une forme de réassurance, mais je vous le rappelle, qui ne sera pas efficace, hein, parce que même si vous leur donnez des éléments, ça va leur amener plus de nouveaux stimuli qui vont les inquiéter. Il y a une question sur comment on gère le sentiment d'énervement intense que nous ou moi-même inspire ce genre de patient, que m'inspire ce genre de patient. Alors, c'est une super question parce que vous allez voir que tous les patients et tous les éléments de personnalité, ça dépend de comment nous, on fonctionne nous-mêmes. Et on va avoir des profils sur lesquels on est plus à l'aise que d'autres, des profils qui vraiment, on est très en difficulté. On vous dira lesquels, c'est les nôtres. Moi, je vous dirai, c'est pas encore ceux-là. Moi, je les aime bien, les anxieux. Mais il y a vraiment à avoir conscience qu'il y a des profils de patients. C'est ça qui est intéressant à voir dès qu'on s'intéresse un peu aux éléments de personnalité sans devenir forcément un expert. C'est qu'il y a des profils de patients, il faut être au clair, ils nous mettent en difficulté. D'accord? Donc, s'ils vous mettent en difficulté, soit on rôde d'une façon de faire ultra systématique avec et on s'entraîne dessus pour ne pas se retrouver démuni à chaque fois. Et ça demande en fait un petit travail personnel d'apprendre à travailler avec ce type de patient parce que ce n'est pas forcément naturel et puis c'est peut-être même compliqué finalement en fonction de votre mode de fonctionnement. Et on essaye de le faire de manière relativement économique. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans
ce ne sera probablement pas une prise en charge dans laquelle vous allez vachement vous investir, dans laquelle vous allez vous mettre à 200%, etc. Ce ne sera pas vos patients préférés, c'est sûr, d'accord? Mais j'essaye de proposer quelque chose où je suis constant, où je fais du coup mon travail, où je ne rentre pas, où le lien thérapeutique il sera effectivement minimum syndical peut-être, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, je propose potentiellement mes soins. Et je suis capable, ça aussi, ça peut être du coup un facteur important, je peux m'autoriser à dire que ça me met en difficulté. Je peux m'autoriser à dire que le patient m'agace. Vous voyez. Je peux m'autoriser à dire que là, attention, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, je vous préviens, mais ça commence certainement à être inconfortable pour moi. Moi, dans mon travail, j'ai envie que ça se passe bien pour vous, j'ai envie que ça se passe également bien pour moi dans ma pratique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment? En tout cas, moi, je vous propose ça. Et là, on va pouvoir reposer ces limites aussi. Il ne faut pas hésiter à rester pas dans quelque chose ou de manière. C'est ce qu'on marquait au tout début dans les risques, le risque de désinvestissement des soins. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus de ces patients. Il y en a certains, vous verrez, vous reconnaîtrez ceux que vos préférés, justement, mais c'est très, très compliqué. Hein. Très compliqué. Vous avez envie de les baffer, hein, littéralement. Alors, si tu permets, moi, quand je lis Comment on gère le sentiment d'énervement, pour vous donner une astuce à moi, les patients qui suscitent chez moi le plus, on parle de soi aussi, hein, moi, comme ça, hein, de sentiments d'énervement, d'irritation, c'est les patients qui ont une personnalité histrionique. Et en fait, ma façon de le gérer, c'est de me dire, ah, mon radar s'est allumé. Et donc, je prends vraiment ce sentiment-là d'agacement, d'énervement comme c'est un indicateur de dépistage, en fait. Et j'essaie de prendre un pas de côté en me disant, ah, il y a peut-être un dépistage, peut-être qu'il faut que j'aille creuser de ce côté-là. Alors, c'est pas facile, hein, après, psychiatre, hein, c'est peut-être aussi pour ça. Hein. En me disant, c'est factuel. C'est probablement ça. Je vais chercher de ce côté-là et ça va me permettre plus facilement de bien reposer mon cadre et d'avoir une stratégie plus adaptée à ce profil de patient ou lorsque le patient hérisse un peu trop le poil, parce que ça arrive à tout le monde, de passer la main à un confrère. Donc finalement, toi, tu utilises cet énervement plutôt comme indicateur de ce patient a probablement une pathologie, voilà. Un trouble de personnalité. Ouais. C'est mon... quelqu'un de hystérique, puisque c'est suite à des gastoires. Ouais. Et du coup, là, tu vas dire attention. Exactement. C'est comme je vois telle chose à la radio. Moi, c'est. Après, un conseil général, c'est mettez pause quelques minutes et voyez-les comme des gens qui sont en souffrance. D'accord? Voyez qu'ils ont une pathologie, qu'ils n'en ont peut-être même pas conscience. Ce sera plus simple d'avoir de l'empathie pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent être très très chiants, hein, ça n'enlève pas, et ce sera là votre cadre et le fait de poser des limites qui vont vous aider justement et de pouvoir dire stop, là écoutez, c'est pas possible. Là sur ça, dans votre façon de parler, dans ce que vous faites, dans votre façon de mettre en échec les soins, moi je ne tolère plus, c'est compliqué pour moi. Comment est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que ça nous aille à tous les deux? Ça, on peut y aller. Mais après, de manière générale, pour accepter un petit peu plus, voilà, ça va être de les voir comme des gens qui sont super souffrants. Moi, je vous donnais tout à l'heure mon patient dépendant qui reste, j'ouvre la porte. Bon, finalement, ça a tenu, vous voyez ce que je veux dire, ça doit faire 5 ans ou 6 ans maintenant que je le suis. C'est un patient, maintenant, ça se passe plutôt bien, il ne fait plus ça. Mais au début, il y a plusieurs fois, j'étais à deux doigts de me dire, non, c'est plus possible, quoi. Il revenait le soir alors que je faisais mes papiers dans le cabinet, je ne sais pas comment il avait trouvé la façon Il revenait me reposer des questions. Donc, c'est des patients qui vont vous susciter une difficulté émotionnelle, c'est sûr. Donc, il va falloir effectivement apprendre à composer avec et pas juste vous dire ils sont chiants. Il y en a certains, alors, il faudra discriminer. Hein. Il y a des gens qui sont authentiquement chiants, ce n'est pas lié à des troubles de personnalité. D'accord? Mais c'est là aussi que votre cadre et vos limites interviennent. Après, on peut aussi citer la coopération interprofessionnelle comme stratégie. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler spécifiquement, mais peut-être pas pour d'autres types de personnes. Pour d'autres types de profils, ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est une stratégie qui peut être assez efficace. Alors, soit avec les infirmières azalées, hein, j'ai dit avec plusieurs ce soir, soit avec les autres professionnels autour de nous, kinés, infirmiers, pharmaciens, orthophonistes. En tout cas, le fait de partager cette difficulté avec d'autres professionnels, ça peut déjà
m'a soulagé de se dire « Ah, mais en fait, toi aussi, il t'agace. Ah ouais, bah oui, il me fait ça. Ah bah ouais, moi, il fait ça. » Voilà. Et puis, essayer de chercher ensemble un cadre, justement. Et pourquoi pas un cadre qui pourrait être commun et qui pourrait permettre aussi de dire bah, ici, dans la maison de santé, ou ici, dans le cabinet médical avec mes collègues médecins, bah, nous, on fonctionne comme ça. Voilà, ici, dans ce cabinet, on ne reçoit jamais les gens entre deux. On ne fait jamais d'ordonnance sans voir les patients. Voilà, des choses comme ça. Et le fait d'avoir cette règle commune, c'est plus facile à poser aussi, moi, je trouve, puisque finalement, c'est le groupe, c'est l'équipe autour du patient qui a décidé de cette règle-là. C'est fondamental ce que dit Alice, surtout quand vous travaillez à plusieurs. C'est que tout le monde ait à peu près les mêmes règles et que ce soit lisible pour le patient. Si vous êtes plusieurs intervenants et que chacun fonctionne différemment, chacun a finalement un cadre ou des limites différents, et pour traiter finalement de manière commune finalement la même problématique ou un ensemble de problématiques corrélées sur un terrain de personnalité compliqué, bah, bonne chance. Ça risque d'être assez compliqué. Parce que du coup, le patient va s'adapter, il trouvera parmi les personnes du coup, de l'équipe la personne qui pourra solliciter plus que les autres. Il va faire ce qu'on a le grand terme qu'on aime bien dans la psychiatrie, il va cliver entre guillemets l'équipe, vous voyez, en mobilisant plus certains, en crachant un peu dans le dos des autres de manière plus ou moins explicite ou implicite. Enfin, vous risquez d'avoir quelque chose qui va créer de la zizanie. Donc, vraiment essayer d'être constant quand vous prenez en charge en équipe et de vous être mis d'accord sur le cadre justement à adopter pour ce patient-là. Même si après, vous êtes libre de votre cadre dès que vous ne travaillez pas en équipe avec les autres patients, bien sûr. Est-ce que ça répond à la question concernant la gestion de l'énervement? On pourra revenir sur des exemples en fin de topo, mais c'est quelque chose sur lequel, en effet, on n'a pas un guide spécifique de gestion de l'énervement que suscitent les patients, mais c'est une réalité. Il faut apprendre à le faire. Mais il n'y a pas un livre qui nous dit comment le faire, mais il faut apprendre à le faire. Après, dans la spécialité médecine générale, on parle beaucoup de ça pendant les études, pendant l'internat, de quelles sont les émotions suscitées par les situations, par les patients ou les collègues d'ailleurs, et comment on arrive à faire avec, parce que c'est vrai que ça peut être vite assez pénible. Après, il y a des techniques, mais c'est les techniques d'affirmation de soi. Vous avez, de manière générale, je vous le redis, la pose du cadre est quand même fondamentale. Après, comment je peux avoir des petits outils d'assertivité, ça peut être pas inintéressant. Mais vous cassez pas trop la tête. L'idée, c'est plutôt de vous rendre compte de ceux qui vous mettent le plus en difficulté. Avec cela, vraiment de poser un cadre, de poser vos limites et de vous autoriser à leur dire que ça ne vous convient pas, passer un certain seuil et que soit on continue de manière différente, soit on ne continue pas. Dans un cas extrême, en tout cas extrême, c'est même pas forcément extrême, on s'autorise à dire que ça ne continue pas. Alors, les personnalités obsessionnelles. Donc, c'est toujours dans la grande famille des patients anxieux. Grosso modo, c'est plutôt les anxieux avec une touche et des fils supplémentaires de surcontrôle et ce qu'on appelle d'exigence élevée. Donc, ils vont avoir, du coup, envers eux-mêmes un très haut niveau d'exigence dans leur façon de fonctionner, dans les comportements qu'ils ont, dans les pensées qu'ils ont, dans leur système de valeurs. Et ils vont aussi avoir des exigences souvent élevées avec autrui. Donc, pas qu'avec eux-mêmes, attention. C'est des gens qui ont aussi souvent une exigence forte, mais pour les autres. Les émotions prédominantes, ça va être surtout de l'anxiété. C'est quand même des anxieux, d'accord, et leur exigences élevées, leur contrôle a pour objectif de prémunir de fameuses incertitudes dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Mais ça va aussi activer de la colère, c'est-à-dire que quand les autres ne répondent pas à leurs exigences élevées, ça va les agacer. Voilà. Donc, on a des profils souvent assez consciencieux, assez rigides, assez performants souvent dans ce qu'ils font, c'est ce que je veux dire, et souvent qui vont pouvoir trouver que les autres sont un peu cons, un peu nuls, ne suivent pas. Et attention, vous, en tant que thérapeute, vous allez être passé finalement à la loupe de ces exigences élevées. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête sur ces profils-là. D'accord ? Comme les anxieux, c'est les stratégies de contrôle, l'exigence, souvent des gens assez perfectionnistes. Les troubles associés, c'est souvent les TOC, mais aussi les autres troubles anxieux, la dépression. Et en soins primaires, ça va être vraiment des gens qui vont être très exigeants avec vous. D'accord ? En gros, il faut retenir ça. Des détails, des attentes importantes,
des attentes que vous leur fournissez quel type de certificat, que vous appeliez tous les professionnels pour leur organiser les choses, etc. Alors, ils peuvent comprendre, hein, il y a une certaine... bien sûr, ils ne sont pas tous aussi extrêmes, mais grosso modo, je vous fais un peu la caricature, et ça pourra aller dans cette direction-là. Ils peuvent s'agacer si vous êtes en retard, ils peuvent être s'agacer si vous ne respectez pas vos engagements. Les erreurs médicales, ils ont du mal à accepter qu'il puisse y avoir des erreurs médicales. Ouais, ce que je veux dire. Et c'est vrai que si vous êtes fatigué, si vous êtes un peu moins performant, si vous n'avez pas fait comme d'habitude votre consultation, ils vont pouvoir vous le reprocher. Donc, la constance, il peut être intéressant sur ces profils-là très exigeants de leur rappeler que vous êtes faillible. D'accord? C'est le travail qu'on leur apprend eux-mêmes. Mais dès qu'on va travailler avec ce profil-là, d'accord? C'est-à-dire on va travailler la faillibilité de l'être humain. On peut tous se planter, ça arrive, et c'est même normal. Et là, l'idée, c'est que, de manière globale, dans votre cadre, voilà, je vous rappelle, je suis compétent sur plein de choses, mais il y a aussi des choses que je ne maîtrise pas, il y a des choses que je ne sais pas, et il peut m'arriver aussi de faire des erreurs. Ça arrive, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je travaillerai de manière la plus consciencieuse possible, mais voilà, sachez-le. On est précis, n'hésitez pas à donner des détails sur ces profils-là, et n'hésitez pas à pointer, attention, là, vous en demandez quand même un peu beaucoup. N'hésitez pas à leur poser, voilà. Leur expliquer qu'on comprend qu'ils ont besoin de, voilà, que peut-être que c'est un besoin de rassurance qu'ils ont, mais que là, on ne va pas pouvoir leur donner toujours autant de détails, on ne va pas pouvoir organiser tous ces examens, il n'y aura peut-être pas toutes les explications sur tout à chaque fois. Vous pourrez leur dire, écoutez ça, moi, je n'ai pas le temps de vous donner toutes ces explications. Si vous avez besoin de choses complémentaires, je vous invite à plutôt trouver un livre, plutôt trouver un autre professionnel de santé qui y répondra si vous voulez. Et on va devoir limiter finalement les choses. On va devoir justement essayer d'amener un petit peu de limite justement à ces exigences importantes et à ce besoin de rassurance en réalité. On est quand même dans la famille des patients anxieux. Notamment quand les questions dépassent un petit peu les compétences du professionnel en question. On a souvent des questions très pointues sur des traitements en chimiothérapie, des choses comme ça. Voilà, là, je pense qu'il faut vraiment couper court assez rapidement en disant, écoutez, moi, je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre là-dessus. C'est des traitements hyper spécifiques. Donc, par contre, je vous encourage à noter vos questions et à les poser à l'oncologue quand vous verrez. Parce que là encore, je trouve que c'est un peu dangereux d'essayer de répondre en disant oui, bah, je vais essayer de chercher, alors on regarde un peu, puis en fait, ça prend du temps. Et puis, de toute façon, on ne répondra jamais correctement parce que c'est quand même de la sur-spécialité. Donc, et là, pour le coup, on peut se planter. Et surtout, comme je vous le dis, comme pour tous les patients anxieux, ça ne le rassurera pas en fait. Donc, ça ne sert à rien en réalité. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête. Les recherches excessives de rassurance pour tous les patients qu'on vient de vous dire, le dépendant, les anxieux au sens large, le patient obsessionnel, ça ne le rassure pas en fait. C'est une vertu de rassurance très éphémère. Et cette vertu de rassurance très éphémère va faire qu'il va vous ressolliciter si vous lui avez donné. Et qu'il n'arrivera de toute façon pas, de manière générale, à se rassurer tout seul. Si je fais la version caricaturale du produit. Donc, en gros, limiter justement la rassurance, qu'elle soit du coup sur un aspect sur un aspect plus général d'incertitude, sur un aspect assez pointu et exigeant. On rentre après dans une autre grande famille, et là plus spécifiquement sur les profils paranoïaques. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup en consultation. C'est un profil quand même avec cette fois-ci des filtres un peu différents, vous allez voir, que les anxieux. On a un profil de méfiance et d'abus qui est au premier plan, c'est-à-dire que vraiment il y a un vécu de préjudice exacerbé de la part d'autrui et du monde qui les entoure. D'accord ? L'autre est là finalement pour me nuire, pour me porter préjudice. L'autre a un intérêt justement caché. Voilà. On a des aspects un peu d'aliénation, donc ça c'est des filtres qui nous font dire qu'on est vraiment différent des autres. La peur des événements évitables, il y a quand même une composante anxieuse chez les patients du coup paranoïaques, mais souvent pas au sens incertitude large, mais des choses qui pourraient se produire et qui viendraient d'autrui en réalité, et qui pourraient du coup leur nuire ou les mettre en difficulté ou en danger. Et on a une teinte de négativité. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que des choses pas sympas qui pourraient se produire et qui pourraient venir d'autrui. C'est pas Donc souvent, on a des profils anxieux, souvent tristes en réalité, il faut bien comprendre cette attente qui se déprime. En réalité, on a toujours l'image du paranoïaque, ce qui veut dire hyper agressif, hyper virulent. En réalité, c'est des patients qui sont très à risque de dépression. Alors bien sûr, on peut avoir le côté très violent. Les stratégies adaptatives prédominantes vont être l'évitement, mais également les stratégies de contrôle pour se protéger.
Les troubles associés sont la dépression, c'est ce que je vous disais, et ça peut évoluer vers des formes délirantes. Alors, on ne parle pas de schizophrénie, hein, mais ça peut être des états délirants, effectivement, plus ou moins prolongés, plus ou moins récurrents. Il y a une grande variabilité clinique qui existe. Mais ça peut aller jusqu'à vraiment des éléments qu'on appelle un délire paranoïaque, purement interprétatif, intuitif, sur certains éléments. En soins primaires, c'est le patient méfiant, c'est le patient procédurier, c'est le patient qui est un peu reclus, un peu isolé, qui n'est pas venu vraiment vous consulter directement. Voilà. C'est la compagne ou un tel ou la famille qui l'a amené sur une problématique souvent déjà depuis un moment parce qu'il était reclus au domicile. Et il n'est pas spécialement, il n'a aucun autre signe de pathologie psychiatrique. Il a une tendance majeure à l'externalisation du problématique. Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est les autres, ou le nom. Donc, dès qu'il va, son discours va être coloré un petit peu de ça. Il y a une problématique, c'est le médecin d'avant, du coup, qui n'avait pas fait le bon diagnostic. Il y a un truc avec le voisinage, c'est forcément le voisinage qui pose problème. C'est l'exemple des clés de la voiture tout à l'heure. J'ai oublié les clés, je ne peux pas l'avoir oublié. Le problème, il n'y a pas de lui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû bousculer et elles sont tombées, ou on a dû les voler sur le chemin. Enfin, voilà, il y a vraiment une externalisation excessive, mais vraiment, vous voyez, avec cette coloration, ça peut venir de l'autre, c'est pour Manuel. En consultation, ça peut être assez compliqué à gérer s'il y a un point de conflit. Quand il n'y a pas trop de points de conflit, ça peut aller. Ce n'est pas forcément des patients qui vont être extrêmement compliqués. La problématique, c'est quand vous allez être perçu, vous, voyez, comme finalement la personne qui va essayer de les nuire. Donc, pour essayer d'éviter ça, pour éviter de tomber dans le côté, justement, je deviens le mauvais objet, entre guillemets, du patient qui a des éléments paranoïaques, soyez toujours clair dans ce que vous expliquez, posez bien votre cadre, respectez bien ce que vous dites, voilà, respectez bien la loi et les procédures, on n'essaie pas trop de diminuer les certificats, tout ça, etc., avec ce profil de patient. On donne des informations précises et on n'hésite pas à faire répéter le patient pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Avec ces profils-là, c'est quand même assez intéressant de ne pas hésiter. Alors, ils s'agaceront peut-être, mais je ne suis pas con, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est pas grave, d'accord, mais faites-le, d'accord. Vous éviterez comme ça, justement, des fois, certaines problématiques qui viendraient justement interprétation de vos propos par le patient et une interprétation dans un sens de préjudice. On ne vous conseille pas, contrairement aux patients anxieux, à aller sur le terrain de la personnalité ou sur le côté du besoin excessif de rassurance, tout ça. Eux, on ne va pas leur pointer leur caractère méfiant ou leur vécu, leur fameux filtre d'abus. D'accord ? Eux, on ne vous conseille pas de le faire. Ça ne marche pas. Ils vont juste considérer que vous avez une vision négative sur eux, vous allez rester sur un niveau de et donc ça va être compliqué. Donc, eux, c'est vraiment des profils de patients. On ne vous conseille pas du tout d'aller sur le terrain de la personnalité avec eux. C'est possible avec des profils que vous connaissez depuis longtemps, qui ont déjà évolué avec une perception de leurs difficultés et qui ont déjà un discours, ils sont capables de dire « ouais, j'ai quand même une tendance à… le monde est dangereux, etc. » Vous aurez peut-être ça existe, des patients qui ont déjà une certaine problématique, mais c'est quand même pas la majorité de ces profils-là. En sachant que nous, on a un biais. Nous, ils viennent nous voir pour ça. Et malgré le fait qu'ils viennent nous voir souvent pour ça, les patients paranoïaques, on a des difficultés à pointer les fonctionnements. Donc, je me mets à votre place en soins primaires. Les patients ne venant pas en consultation spécifiquement pour ça, je pense que ça peut être particulièrement compliqué d'évoquer ce genre de difficultés avec ces patients-là. Et vraiment, c'est des patients sur lesquels on essaye d'éviter de rentrer dans des contradictions, une critique directe de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font, ou des sujets polémiques, parce qu'ils peuvent vous amener des sujets polémiques. Pour faire simple, c'est soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux, d'accord, pour faire très schématique. Donc, ils peuvent vous amener sur des terrains qui n'ont pas lien avec vos soins, ils peuvent vous parler d'un sujet d'actualité. Si vous commencez à leur expliquer que vous voyez pour les choses comme eux, mauvaise… Je ne vous le conseille pas, en tout cas. Ça arrive justement de vous mettre dans la case contre vous, contre eux, entre guillemets, et c'est plus compliqué dans le thérapeutique ou autre. En tout cas, ça discrédite ça à propos des soins que vous avez leur propos. En tout cas, on n'essaye pas de leur faire entendre raison sur le fait qu'ils délirent, qu'ils racontent n'importe quoi. Alors, sauf s'ils sont vraiment délirants. Non, mais qu'ils racontent, qu'ils interprètent un truc. Je ne sais pas, par exemple, oui, l'infirmier, j'ai vu, il a essayé de me faire mal exprès, je ne sais pas quoi. On n'essaye pas trop de rentrer dans la discussion. On dit, ah bon, oui, bon, peut-être passons à autre chose. On ne rentre pas trop dans le truc
On ne va pas le renforcer, en effet. On va pratiquer plutôt… c'est valable pour tous les patients, ça, dès qu'ils vous évoquent des choses qui vous paraissent totalement déconnantes, que ce soit sur des éléments parano, que ce soit sur des éléments, il m'a laissé seul, c'était un salaud sur un indépendant, que ce soit sur un anxieux qui vous dit, ah, vous vous rendez pas compte, mais là, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, et j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. S'ils vous rapportent une façon de faire qui est dysfonctionnelle en lien avec leur façon de fonctionner, le conseil qu'on a dans un premier temps, c'est de ne pas spécialement rebondir dessus, de ne pas leur pointer que c'est complètement déconnant ou dysfonctionnel en lien avec leurs difficultés, et plutôt de faire ce qu'on appelle d'extinction. On ne dit rien. On ne dit rien ou on passe à autre chose. Par contre, s'ils vous disent un truc, vous avez l'impression qu'ils ont géré un peu différemment ou de manière adaptée, là, vous pouvez leur dire, bah, c'est vraiment plutôt pas mal ce que vous avez fait, pour faire un petit peu de renforcement, vous voyez, sur ce qui vous paraît justement être plutôt adaptatif et pas justement dysfonctionnel. Et là, vous pourrez aller plus valoriser. Mais sur ces profils-là, ouais, on ne va pas trop pointer, d'autant plus les personnalités paranoïaques. On ne va pas leur dire que là, attention, non, mais là, c'est vous qui interprétez. L'infirmier, vous savez, il fait bien son travail. Parce que ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Et puis, du coup, ça va après, le patient va être suspicieux vers nous. En fait. Vous rentrez dans la case contre eux. Ouais, c'est ça. Donc, ça va devenir plus compliqué. D'ailleurs, il n'osera peut-être même plus vous parler de certaines choses. Il ne voudra peut-être pas prendre les médicaments que vous lui prescrirez alors qu'ils seront pourtant nécessaires. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très fréquent en consultation de médecine générale. C'est une question que je me posais. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir des patients qui parfois racontent des choses qui nous paraissent bizarres. Bon, alors soit par manque de temps, soit par justement par surprise, en fait, on se dit mais quand même, c'est vraiment bizarre, voilà. On peut ne pas, enfin, on ne réagit pas forcément. Et après, moi, des fois, je leur dis, s'ils insistent un peu, oui, mais vous vous rendez compte, un tel a fait ça, etc. Voilà, des fois, moi, je leur dis, vous savez, je ne suis pas là pour savoir qui a raison, qui a tort, finalement. Moi, je suis là pour vous soigner. Revenons sur le sujet principal, c'est votre santé. Voilà. Mais j'utilise le même genre d'argument avec les gens qui sont racistes, xénophobes, homophobes, tout ce qu'on veut, là. Voilà, qui commencent à… Oui, en France, de toute façon, plus rien n'est remboursé, non, c'était l'étranger qui ne mange pas quoi. Je leur dis, écoutez, on n'est peut-être pas forcément exactement sur la même longueur d'onde, mais ce n'est pas très gênant, en fait. Donc, voilà, recentrons sur votre santé, parlons d'autres choses, et puis… Vous voyez, on n'est même pas obligé de courir, on peut vraiment dire, écoutez, voilà, moi, je n'aborde pas ces questions-là dans mon cabinet. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est votre santé. Vous pouvez la ramener voilà, sur l'intérêt commun qu'on a aujourd'hui dans ce cabinet de consultation, c'est que votre santé, ça puisse aller. Donc, recentrons-nous dessus. Et ça, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel profil de patient dès que le sujet ou dès que la problématique des groupes santé qui essayent de vous mobiliser sur un terrain qui est inconfortable, que ce soit sur un versant comme ça, de préjudice, ou sur des sujets rien à voir avec des éléments de personnalité, des sujets politiques, des sujets religieux. Des sujets parfois en rapport avec la politique qui peuvent évoquer quand même quelque chose d'une personnalité persécutée. Tu vois, sur les vaccins, on a subi quand même beaucoup de discours complètement parano sur le fait qu'on voulait nous empoisonner et que l'État, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que ça peut être quand même assez pénible. On n'a pas de questions, Alice. Moi, ah oui, ça fait une batterie. Je vérifie juste dans le chat qu'on n'ait pas de questions. Non. Alors, on passe aux personnalités borderline. Donc, les personnalités borderline, c'est des personnalités assez complexes en réalité. Alors, comme vous disait Célia, c'est relativement fréquent. Même au sens plus large, même on est au-delà de 6%. On a même des études qui montrent qu'on est au-delà de quasiment 10%. Il y a des phénomènes sociétaux probablement qui rentrent en compte sur des facteurs d'instabilité qui sont plus marqués. Les fameux filtres sont au premier plan le filtre abandonnique. C'est des personnes qui sont dans leur filtre convaincues qu'en engageant une relation, et en plus une relation d'attachement, donc plus la relation va être proche finalement, que la personne finalement elle ne pourra pas compter dessus, que la personne va les laisser tomber, que la personne va les faire souffrir en les abandonnant, en les quittant, en les prenant pas en considération. C'est associé à une instabilité importante, surtout à 3 niveaux, une instabilité émotionnelle, une instabilité dans les prises de décision et du coup une instabilité relationnelle. C'est associé du coup à des éléments d'imperfection, donc la personne se juge nulle, imparfaite, elle a une vision assez péjorative de soi. Je mets eux à chaque fois parce que c'est de manière ultra prédominante plutôt des femmes et de manière un peu plus minoritaire des hommes.
Il y a aussi un filtre de manque affectif, c'est-à-dire vraiment un sentiment de vide quand même assez récurrent, que les besoins affectifs ne peuvent pas être comblés, que personne ne pourra aimer autant qu'elle aime les autres, etc. Et il y a des facteurs d'isolement et d'aliénation, je serai seul, je serai toujours seul, et puis je suis vraiment différent des autres. C'est ça tous les fameux filtres. Donc, je vous montre pourquoi on parle de filtres pour parler un peu de personnalité, c'est pour vous montrer que finalement, c'est plus subtil. Il y a plein de filtres différents dès qu'on parle d'une personnalité. C'est pour ça depuis tout à l'heure que je vous donne des petites précisions sur le filtre qui colore un peu le monde. C'est des profils dans lesquels l'émotion prédominante, ça va être l'anxiété, la tristesse et la colère. C'est très instable. Il y a vraiment une labilité très forte sur ces profils de patients, avec du coup des changements émotionnels qui peuvent avoir lieu dans la journée. D'accord? C'est-à-dire, je peux être une heure plutôt dans un truc un peu euphorique, l'heure d'après, je vais être effondré, la soirée, je vais être hyper en colère et je n'arriverai pas à me désamorcer. Voilà. Et attention, ce n'est pas de la bipolarité. C'est un grand classique dans les erreurs un petit peu diagnostiques. On a beaucoup de patients donc, qui arrivent étiquetés bipolaires, qui ont en réalité surtout des traits de personnalité borderline sévères. Les stratégies adaptatives prédominantes de ce type de patients, ils vont être dans l'évitement, une recherche excessive de rassurance. Et en fait, ils vont avoir des stratégies subtiles qui vont avoir pour objectif de contredire l'idée que vous allez les abandonner. Donc, je vous le précise parce que vous allez être, en tant que professionnel de santé, testé par vos patients qui ont ces profils-là. Donc, en gros, je vous rappelle, vous allez faire un truc et ils vont penser que vous allez les laisser tomber ou vous vous en foutez de leurs problématiques. Vous allez, par exemple, être un peu en retard à la consultation. Vous allez prendre des vacances. Vous allez du coup oublier de les rappeler, vous avez dit que vous allez les rappeler, vous ne les avez pas rappelés. Ou eux-mêmes, ils ont sollicité votre secrétariat et vous ne les avez pas rappelés. Vous voyez? Donc, tout ce qui, de près ou de loin, pourrait être interprété comme un rejet. Et ça va être interprété de manière excessive. D'accord? C'est la problématique du patient. Là, ils partent dans leur pensée que vous vous en foutez d'eux, que comme d'habitude, que comme tout le monde, vous allez les laisser tomber, qu'ils peuvent compter que sur eux-mêmes, mais qu'en même temps, ils ne vont pas réussir à s'en sortir, etc. Ils vont ensuite monter dans l'émotion avec des fluctuations émotionnelles importantes, mais souvent de la colère et de la tristesse. Et ils peuvent passer du coup sur une façon de réagir pour essayer de se désactiver. Donc, le mode numéro 1, c'est de vous attaquer. Il vous renvoie un message flambant à la secrétaire en disant que vous êtes un gros con, que c'est inadmissible. Voilà. Ils peuvent être très virulents. L'objectif, c'est que vous y répondiez, parce que si vous y répondez, c'est que vous vous en foutez pas. Et hop, désactivation de l'abandon. Modalité numéro 2, le repli. Silence radio total. Ouais, c'est-à-dire là, pareil. L'objectif, c'est que, et ils vont vous le faire savoir en réalité, donc c'est un repli un peu subtil. C'est un repli en spécifiant bien, je ne viendrai pas à ma prochaine consultation, ou je ne suis pas venu, voilà, où ils vont attendre. L'objectif, c'est d'attendre que vous réagissiez aussi, parce que si vous réagissez, c'est que vous ne vous en foutez pas, et désactivation de l'abandon. Genre, ils ne vont pas venir à leur rendez-vous, et quand on les appelle pour savoir, pour leur signifier qu'ils ne sont pas venus, ils ne vont pas répondre. Ouais, mais ça va quand même les rassurer que vous les rappeliez. Parce que nous, on a l'habitude de rappeler les patients qui ne viennent pas, par exemple. Bah, en tout cas, en disant, vous n'êtes pas venu à votre rendez-vous, c'est quand même pas très sympa pour les autres. C'est pas comment allez-vous. Ouais. C'est plutôt, c'est pas très sympa parce que du coup, ça fait des créneaux. Voilà, ouais, mais ça les rassure. Par contre, le jour où vous oubliez de les appeler alors qu'ils ont raté leur rendez-vous, là, c'est l'abandon. Là, c'est l'amplification du phénomène. Ouais. L'autre classique, se rendre indispensable ou utile. Donc, attention, stratégie subtile. L'objectif, c'est que si je me rends indispensable ou utile à l'autre, il ne peut plus me laisser tomber. Donc là, attention aux patients qui rentrent dans des enjeux relationnels avec les professionnels de santé, où ils vont vouloir vous donner un coup de main, ils vont vouloir vous rendre service sur un truc, ils vont vouloir être, je ne sais pas, père aidant dans votre cabinet sur un truc X ou Y. Méfiance. Il y a d'autres éléments qui vous font suspecter une instabilité émotionnelle et des éléments de personnalité. Parce que l'objectif recherché, il est peut-être louable, mais inconsciemment, peut-être le patient mobilise ça dans un objectif de ne pas faire le lien avec vous et de ne pas se sentir abandonné. Donc attention, plus subtil celui-ci. Et après, deux, mais qui vous poseront moins de problèmes parce qu'en fait, vous ne reverrez plus jamais les patients, c'est je quitte avant d'être quitté. D'accord? Donc voilà, il se sent abandonné, il vous blacklist, vous disparaissez de sa vie et vous ne reverrez plus jamais le patient de toute façon. Voilà, il garde le contrôle, vous voyez, pour essayer de gérer le vécu abandonnique. Et le dernier, vous ne les verrez même pas en consultation, c'est je n'investis pas de relation, comme ça je ne souffre pas. Voilà. Donc les derniers modes, vous ne les verrez pas trop en consultation. D'accord? Enfin, vous ne les verrez pas, il n'y aura pas de problématique continue, en tout cas au long cours.
Mais vraiment, le côté attaque-repli, c'est le plus classique. C'est souvent des patients qui se dépriment, c'est souvent des patients qui ont une thématique dépressive. Et je vous le dis, en excès, il y a des diagnostics de bipolarité, mais leur instabilité émotionnelle qui peut mimer des fluctuations thymiques, en réalité, c'est une instabilité émotionnelle, ce n'est pas une vulnérabilité neurobiologique de l'humeur. Et les variations sont plus rapides, non? Dans le temps ou... Au-delà du fait que ce soit plus rapide, c'est la différence entre l'émotion et l'humeur, où c'est vraiment, c'est pas quelque chose de stable quand il se déprime. Et deuxièmement, enfin, moi, ce que j'ai dû apprendre, un peu comme tout le monde, hein, j'ai dû apprendre au fur et à mesure de ma pratique, c'est les patients borderline. C'est pas les patients qui, en consultation, disent vous allez m'abandonner. Ça, c'est plutôt les dépendants d'ailleurs. Hein. Oui. L'une des choses qui permet, il y a deux choses à mon sens, hein, qui permet de se dire tiens, peut-être qu'il faut que je fasse attention à ma relation thérapeutique. C'est peut-être quelqu'un qui a des traits de personnalité borderline. C'est l'intensité que le patient peut mettre et le surinvestissement que le patient peut mettre sur vous. Vous sentez que le patient, il vous happe, en fait. Où il a absolument besoin que vous le sauviez. C'est vraiment voilà, avec un truc presque de séduction. Mais vous m'avez compris. La première consultation, vous m'avez compris. Vous pouvez m'aider. Heureusement que je vous ai trouvé. Donc vraiment, ce truc d'intensité émotionnelle pendant la consultation, avec le surinvestissement. Et la deuxième chose, c'est on prend du recul parce que ce qu'on cherche, c'est de la stabilité. On a dit les traits de personnalité, c'est quand même quelque chose qui est relativement stable. Et quand on dézoome un peu sur la vie du patient ou on dézoome sur le suivi, hein, on se rend compte qu'un jour, il était déprimé, 3 jours après, il n'était plus du tout déprimé, tout allait bien, 4 jours après, il s'est fait larguer, 5 jours après, voilà. L'instabilité globale dans la vie et le surinvestissement dans la relation. C'est vraiment les deux choses et les choses, les patients avec lesquels on sent que si on les sauve, il va se passer quelque chose. Ça, quand votre sentiment de pompier se met en alerte, il y a des chances que vous soyez en phase de profil de personnalité borderline. Voilà, de manière complètement... Pour bien... Parce que dans ce qu'on dit là, on pourrait se dire, mais comment on distingue ça d'un profil dépendant finalement? Parce qu'on vous parlait tout à l'heure des dépendants. Le dépendant, vous êtes interchangeable. Le dépendant, vous êtes jetable en réalité, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il trouvera une autre figure de rassurance, ce n'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Le borderline, il a un surinvestissement avec une exclusivité dans la relation, comme expliquait bien Célia, et c'est ça qui fait vraiment le distinguo des deux. Et effectivement, très bien, l'instabilité vie entière qu'on retrouve du coup, on ne va pas retrouver de l'instabilité chez le dépendant. Chez le dépendant, on va retrouver qu'il est toujours avec besoin d'autrui, point, et pas avec un investissement, des investissements. Il est plutôt dans un investissement continu de figure stable. Alors que du coup, le borderline, il a beaucoup de mal à se stabiliser. Et quand même, le borderline peut être assez violent dans sa relation avec le professionnel. Oui. En fait, tout est intense. Voilà. Tout est intense. Donc, si par exemple, on refuse quelque chose, il peut vraiment se mettre très en colère. Exactement. Menacer. Oui. Surinvestissement, les ruptures. Et les traits très exactement. Là, il va nous détester très, très fort. Exactement. Ouais. Donc là, c'est quand même aussi une attention sur la sécurité. Voilà, il faut quand même se méfier de ce type de réaction violente, parce que si on est seul dans le cabinet un soir, par exemple, alors, comme ça. Alors, les bordeurs ont plutôt tendance à, s'ils sortent des lames, à se couper les veines devant vous. Non, mais pas forcément avec des armes, mais ça peut être, tu vois, d'être un peu menaçant. Pour dire que, quand je dis ça, c'est que quand il y a de la violence, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, chez ce profil de personnalité, c'est envers eux-mêmes. Parce que dans leur filtre, c'est je suis pas digne d'amour, je suis pas digne d'investissement, je suis pas digne. C'est la fameuse imperfection dont vous parlez. Je pense que c'est pas spécialement des patients qui sont dangereux et qui sont problématiques envers vous. Le patient parano peut être plus dangereux envers vous que le patient borderline. D'accord, si vous êtes le mauvais objet. Le patient borderline, il s'en prend à lui-même. Hein. D'accord. Je ne vous l'ai pas mis dans la diapo, mais je vous le dis quand même, parce que ça peut être aussi une autre façon de mieux identifier ce type de trouble. C'est souvent, le patient ne viendra pas forcément avec son aspect abandonnique en consultation, surtout s'il est dans justement des stratégies plutôt d'évitement d'investissement relationnel. Il viendra vous voir vraiment en tant que médecin généraliste sans forcément rentrer dans cette fameuse relation exclusive.
Et il arrivera peut-être, parce que tous les troubles n'ont pas la même intensité. Hein. Tous les patients qui ont une construction borderline n'ont pas une intensité maximum du trouble. Donc, vous ne pourriez pas forcément voir qu'ils aient un fonctionnement borderline. Par contre, ce qui peut mettre votre puce à l'oreille, c'est plutôt les problématiques de santé récurrentes et multiples. Dès que vous avez un patient qui a des dépressions récurrentes, qui se scarifie, qui a déjà fait plusieurs TS, qui a des difficultés relationnelles qui ont été abordées de manière plus ou moins directe, qui a une instabilité un peu dans sa vie, qui a des problèmes des conduites alimentaires, qui a des problèmes addictifs, si en plus c'est une femme, et si en plus il y a eu des traumas globalement dans l'enfance, on coche globalement toutes les cases, vous pouvez être quasi sûr qu'il y a des éléments de personnalité borderline. D'accord? Donc, et ça peut être aussi des patients sur lesquels on a un sentiment d'être un peu le pompier. Alors, je pense que c'est plus biaisé, nous, dans notre pratique psychiatrique et peut-être un peu moins en soins primaires, mais dans lequel c'est des patients, un coup, ils viennent avec, c'est très compliqué dans leur couple. Le coup d'après, c'est vraiment l'état dépressif marqué. Le coup d'après, c'est elles se sont battues, elles ont été emmenées par les flics parce que du coup, elles se sont engueulées avec leur ex. Le coup d'après, c'est des scarifications et une tentative de suicide qui a fini aux urgences. Ça peut être vraiment, le coup d'après, c'est je dois vraiment travailler sur mes vomissements, sur du coup le travail sur mon alimentation, la perception de mon corps, etc. Avec vraiment là cette fois-ci, une profil hyper adapté sur vraiment vouloir travailler l'aspect psychothérapeutique. Ça tient 2 consultations et hop, on est reparti sur un truc dépressif 3 consultations après. Donc l'instabilité est visible dans les éléments de santé qui sont peut-être pas forcément les éléments de personnalité qu'on regarde, mais si on se base même que sur la problématique de santé, on va voir des choses qui sont assez typiques. La constance, le cadre et les limites, on prévient de son indisponibilité, on reconnaît les enjeux abandonniques, si vous avez pu et vous avez réussi à avoir certains éléments de ce qu'on vient d'évoquer, l'attaque ou le repli, ça va être les classiques auxquels vous allez être confrontés, c'est une recherche de référence de votre patient. Donc vous pouvez leur dire, écoutez, moi, je n'ai pas l'intention de vous laisser, je suis là pour les soins, on peut recentrer sur les soins. Par contre, voilà, il y a des fois, je ne suis pas disponible. Ça ne veut pas dire que j'arrête de vous prendre en charge. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas vos soins. Par contre, ça n'excuse pas et ça ne vous autorise pas à du coup m'insulter, à ne pas venir à vos consultations, etc. Bon, il faut que vous rediez aussi un discours qui permet justement de désassocier quelque chose qui aurait été perçu comme un abandon du fait que ça n'en avait pas un, mais par contre qui n'excuse pas la stratégie pas adaptée qu'ils ont mobilisée avec vous. Et là, par exemple, on va être sur des patients en médecine générale qui refusent de voir les associés, les internes, les remplaçants. Classique. Et après, vous nous voyez qu'ils ont attendu, mais c'est parce qu'on n'était pas là, on les avait laissés, et que là, ils ont souffert pendant toute une semaine. Ah bah oui, ça vous avez de grandes chances qu'on soit dans cette direction-là. Voilà. Là, par exemple, ça peut être de refuser, de rappeler, de ne pas répondre aux messages, de laisser, je sais pas, le jeudi, le jour où je suis absente, alors qu'il y a ma remplaçante et que, voilà. Tous on s'est réunis et qu'on avait expliqué le cas. Si le cas n'a pas été expliqué, on peut reprendre ce type d'appel, ce type un peu, vous voyez, de récrimination, entre guillemets, en expliquant, bah, écoutez, voilà, moi j'ai vu que vous étiez en difficulté, je vous rappelle comment on travaille ici, moi je ne suis pas disponible tout le temps, le fait que je ne sois pas disponible ne veut pas dire qu'on vous laisse tomber, il y a aussi ma remplaçante, quand je ne suis pas là, ce sera ma remplaçante, quand je suis là. Après, à vous de mobiliser ce que vous préférez, mais en tout cas, si vous ne voulez pas voir ma remplaçante, moi je ne pourrais pas en tout cas me rendre disponible ou vous posez vraiment la limite qui va avec. Et on le désassocie d'un côté, je m'en fous, mais voilà, on retire des aspects en fait, nous, on doit faire tout l'inverse du patient qui est justement dans cette espèce d'exclusivité. Ça peut être tentant, hein. C'est souvent des patients qu'on appelle attachants. Ils ont un petit côté, vous êtes fatigué, vous enchaînez vos consultes dans la journée, alors même si vous n'êtes pas fatigué, on a tous, c'est valable chez tous les êtres humains, on a tous des croyances qu'on appelle de désirabilité. D'accord? Donc, ça fait toujours plaisir dès que vous avez un patient qui va vous dire que vous êtes vraiment hyper bien, vous le comprenez, qui va vous solliciter, ça fait du bien dans sa journée d'avoir un patient qui fait ça. Mais méfiance, d'accord? Méfiance, c'est plutôt vous avez intérêt, prenez le compliment, il est toujours bon à prendre, d'accord? Mais soyez capable ensuite dans l'ajustement et je dirais la distance thérapeutique, de bien rester dans votre rôle de thérapeute et justement d'être dans une forme d'extinction. Je vous remercie. Voilà. Éventuellement, ça me fait plaisir, ce que vous dites.
Mais ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, ne montez pas en regard votre investissement, parce que c'est ce qui est recherché. Vu qu'ils sont dans la séduction, vu qu'ils vous investissent de manière exclusive et intense, l'objectif, c'est qu'en regard, vous leur rendiez du coup également quelque chose d'un point de vue relationnel un peu privilégié, un peu plus intense que ce que vous proposeriez peut-être à un autre patient. Et au moindre faux pas, clac. Voilà. Là, on est devenu quelqu'un de terrible. Alors, on a une petite question, mais qui est plutôt pas mal, parce qu'on peut le retrouver aussi avec les patients qui, justement, ont une personnalité borderline. Donc, j'en peux plus, je vais finir par me foutre en l'air, et en fait, la consultation d'après, ça va mieux. Le conseil qu'on donne, on avait fait un petit peu une soirée sur le tentative de suicide. Je vous redonne rapidement un point très facile à faire. Il faut que vous ayez une espèce de kit de survie à leur proposer s'ils ont des idées suicidaires. Et étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire s'ils ont des idées suicidaires? Et leur expliquer, voilà moi ce que je peux vous proposer. Étape 1, je m'occupe pour faire passer des idées suicidaires. Ça ne marche pas. Étape 2, j'appelle quelqu'un, soit pour parler du fait que j'ai des idées suicidaires, soit du coup pour carrément parler d'autre chose pour essayer de me changer des idées. Ce n'est pas possible ou ça ne marche pas. Étape 3, je peux prendre un traitement si besoin, à voir et à évaluer en fonction de vos patients, bien entendu. Certains, ils sont tellement suicidaires, on n'a pas envie de leur donner les comprimés, d'accord? Mais vous faites un peu gaffe. Mais si vous êtes dans quelqu'un, que vous savez que le risque finalement est relatif, vous avez un risque qui n'est pas si élevé que ça, on est vraiment dans des plaintes récurrentes, il a peut-être même déjà des anxiolytiques chez lui, donc vous pouvez lui dire d'essayer d'en prendre un. Étape 4, un numéro national d'appel du suicide. Vous pouvez lui dire d'appeler le 3114 pour essayer de désamorcer la crise suicidaire. Tout ça n'a pas fonctionné. Étape 5, il se rend aux urgences. Voilà. Et on peut lui donner éventuellement un rendez-vous rapproché. Si vous êtes sur un profil où vous voyez que c'est plutôt une espèce de mobilisation pour susciter votre inquiétude, pour vous faire réagir, c'est quand même compliqué des fois d'évaluer. Vous pouvez faire attention à ne pas trop non plus rapprocher votre consultation. C'est à vous. Ce sera vraiment en fonction un peu du patient en face de vous. Par contre, pour n'importe quel patient qui présente des idées suicidaires, je pense qu'il faut tenir un discours du style on ne va pas dramatiser, mais on ne peut pas minimiser. Voilà du coup ce que vous pouvez faire si jamais ça revient. Bien sûr, après avoir évalué les idées suicidaires, si vous n'êtes pas sur un risque suicidaire majeur où il faut tout de suite l'emmener aux urgences. Mais si vous êtes dans des choses où il y a un risque qui est quand même relatif, le scénario suicidaire n'est pas du tout construit, il n'y a même pas de date, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas vraiment de moyens imaginés, ou c'est sous-tendu, mais vous ne savez pas trop, le patient n'est quand même pas un gros profil d'impulsif, il ne prend pas de toxique qui pourrait le désinhiber, et on est sur, c'est la 10e fois qu'il vous fait le coup. Je pense que vous pouvez être quand même un peu serein et un peu avoir par contre un discours systématique qui aura pour objectif de le protéger. J'aimerais juste rajouter que le patient ait ou pas un trouble de personnalité, on évalue le risque suicidaire toujours de la même façon, avec le RUD. Ça permet certaines fois, parce que en fait, quand il y a des enjeux relationnels importants, parce qu'il y a des patients avec certains profils de personnalité, ça permet d'avoir des critères objectifs. On a les critères objectifs et en fonction des critères objectifs, on agit. Ce d'autant plus que les patients qui ont des personnalités borderline, si on revient à ce type de patient-là, ils se suicident quand même plus que les autres. Hein. Ils se suicident plus que les autres. Donc, en fait, si au moment de l'évaluation, il y a un risque suicidaire élevé et que, selon votre évaluation, c'est un patient qui relève des urgences, le patient va aux urgences et si dans 2 jours, il va mieux, tant mieux, en fait. Dès que vous avez un doute, ne vous mettez pas en difficulté pour ne pas dormir la nuit, rappelez le patient demain matin. Non. Des critères objectifs, surtout quand il y a des enjeux relationnels. Ça permet vraiment d'y voir plus clair. Des fois, on est vraiment perdu. Critères objectifs. Et notamment, sans parler de troubles de personnalité, des patients avec qui on a une relation plus intense parce que ça fait longtemps qu'on les suit, parce qu'on a suivi toute la famille, parce qu'on a suivi l'époux qui est décédé dans des circonstances compliquées à la maison et que du coup, il y a eu des moments un peu forts et tout ça. Critères objectifs, alors effectivement, il me semble, en plus, si vous n'avez pas participé à la soirée sur l'évaluation du risque suicidaire, il doit être en replay sur le site. Ouais. Il y a un replay et l'outil que Célia évoque, ce qu'on appelle le RUD, risque, urgence, dangerosité, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. C'est des critères assez classiques qui permettent d'évaluer et de prédire la probabilité de passage à l'acte, en fait. C'est une échelle d'évaluation validée. Hein. Oui.
C'est la probabilité de décès par suicide dans les 24 heures. 24 heures. Ou 48, non, 48 heures. Je ne saurais pas dire, je dirais une bêtise. Mais ça évalue la probabilité de décès par suicide en réalité. D'accord, donc c'est un outil qui est quand même assez fiable. Voilà, donc bien évaluer et ensuite proposer une conduite à tenir en fonction de ce que vous avez évalué. Et après, si on est dans quelque chose où il n'y a pas de risque d'urgence, de danger majeur, le petit kit que je vous ai expliqué étape par étape, que vous pouvez du coup utiliser avec tous les patients dans lesquels on n'est pas dans un risque du coup ou une urgence. Et Laura me dit, je l'utilise, mais je trouve que chez ce genre de patient, la prise en charge au niveau dépressif, c'est compliqué. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est plus compliqué qu'une dépression classique. Ils n'ont pas une dépression classique, en fait. Ils ont plutôt ce qu'on appelle une dépressivité. Ils peuvent, qui est en fait latente, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes dépressifs sans pour autant parler de dépression, avec des fluctuations qui font que les symptômes ne sont pas continus, qui répondent pas ou peu au traitement. Ils peuvent vraiment se déprimer, avoir des dépressions caractérisées, c'est le cas, mais ça répond aussi de manière plus difficile quand même qu'une dépression standard au traitement. Et en fait, ce qui alimente en permanence la problématique et les émotions difficiles, et donc la dépressivité, voire la dépression, c'est les fameux filtres dont vous avez parlé tout à l'heure. Et comme les filtres, ils ne sont pas modifiés par le traitement antidépresseur, il n'y aura pas d'amélioration de l'état dépressif. Et c'est souvent des patients qui viennent des fois avec aussi, on a essayé tous les antidépresseurs du monde, ça ne marche pas, etc. Le travail et la solution sera la psychothérapie sur ces fameux filtres qui permettra effectivement d'être dans des activations émotionnelles moins fréquentes et moins intenses, plus ou moins aider d'un traitement antidépresseur, en effet, on pourra en discuter. Et c'est la combinaison des deux qui va permettre petit à petit qu'il y ait moins de dépressivité et qu'il n'y ait plus de dépression. Et du coup, si vous vous retrouvez à gérer la dépression d'un patient qui a vraiment tous les critères d'un trouble de la personnalité borderline, proposez un suivi psychiatrique et psychologique. Ne restez pas seul, surtout avec ce profil de patient. Ces profils qui veulent rendre la relation exclusive, il faut les prendre. Les recommandations de prise en charge optimale sont même à 2, voire à 3 professionnels. Tout à fait. On triangule la relation. Voilà, il ne faut pas être seul. Après, il faut trouver souvent, si vous... Infirmier. Difficile de les amener à consulter d'autres personnes, oui, tout à fait. Oui, parce que ça sort de leur mode de fonctionnement. On triangule la relation. Mais vous pouvez amener le fait que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait d'autres personnes pour pouvoir travailler de front sur différents aspects et pour pouvoir, quand vous n'êtes pas disponible, qu'ils ne se retrouvent pas seuls et qu'ils ne se retrouvent pas avec ce vécu peut-être abandonné. On peut essayer d'amener, l'intérêt d'une prise en charge à plusieurs pour qu'il y ait finalement une stabilité. Je le mettrai peut-être d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans les solutions, mais en fait, les patients borderline, il y a un truc assez important à comprendre, c'est que très rapidement, il va falloir leur expliquer qu'il va falloir qu'ils mobilisent de manière adaptée les soins. Et il va falloir que du coup, ils arrivent à investir justement de manière un peu moins exclusive, peut-être sur plusieurs professionnels, et aussi de manière continue, sans instabilité. Parce que peut-être qu'on a repéré justement dans leur prise en charge passée qu'ils ont déjà usé 5 ou 6 professionnels sur lesquels ça a été justement le grand amour puis la grande déception. Et que là, vous êtes le 6e ou 7e professionnel. Et que vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Vous avez peut-être l'impression... Donc, c'est compliqué à les amener, à leur expliquer. Si vous vous sentez, vous espérez, vous testez petit à petit, vous essayez de roder votre discours, vous arriverez à être plus à l'aise sur ça. Mais en effet, c'est des patients compliqués. Les termes utilisés dans les classifications, c'est histrionique. On a dans les traits prédominants, on va avoir du coup le besoin d'approbation. Et on va avoir ce qu'on appelle le droit personnel aussi dominant. C'est-à-dire quelqu'un qui a un besoin d'approbation et de validation de ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, et qui du coup, en plus, une vision de lui-même vis-à-vis d'autrui, où finalement sa vision, ce qu'il dit, ce qu'il fait, prédomine sur finalement ce que pourrait penser, dire ou faire autrui. Il y a aussi beaucoup d'instabilité. Il y a aussi les facteurs d'aliénation, c'est-à-dire je suis différent du reste du monde. Et il y a le côté manque de contrôle. Contrairement aux aspects de surcontrôle qu'on avait pu voir chez les anxieux, là, il y a un caractère plutôt variabilité un petit peu émotionnelle forte. Je vous passe un peu les aspects prédominants parce que je vais passer directement à comment ça se manifeste. C'est vraiment plutôt la théâtralisation qui est assez classique, l'instabilité émotionnelle, une dramatisation excessive, des plaintes relationnelles. Et en consultation, ça va être potentiellement des personnes qui peuvent aussi se focaliser sur certains symptômes, pas de manière anxieuse
où ils veulent de la réassurance, mais plutôt avec une espèce de symptôme. Et là, on va retrouver les fameux troubles somatoformes. On va retrouver les fameuses fibromyalgies. On va retrouver les fameux troubles comme ça, un petit peu douloureux chroniques, très difficilement étiquetés. On ne sait pas trop ce que c'est. Voyez, et en fait, on a vraiment... et si on reprend et on prend un peu de recul, le symptôme cristallise tous les filtres qu'on vous a montrés. Le symptôme, ça va leur permettre qu'on leur accorde une certaine importance et qu'on les valide sur le fait qu'il y a une authentique souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il n'est pas pris en compte, vous voyez, à sa juste valeur, c'est qu'on les approuve. On ne les approuve pas, qu'on ne les valide pas, qu'on ne reconnaît pas leur souffrance. Droit personnel dominant, c'est-à-dire que, ah oui, mais attention, ça devient un enjeu où il faut les prendre en considération, où c'est inadmissible qu'on n'arrive pas à leur donner un diagnostic alors qu'il y a d'autres personnes dans un diagnostic. Il y a le côté différent, vous voyez, aliénation, je suis différent des autres. Bah oui, j'ai une problématique qui n'est pas étiquetée, justement. Et en fait, on se rend compte que la problématique symptomatique est quand même sous-tendue par plutôt un ensemble de filtres assez importants. Alors attention, ils ont authentiquement mal, ils sont authentiquement paralysés, ils ont authentiquement des mouvements inventeurs, c'est-à-dire qu'ils n'inventent pas, d'accord? C'est pas de la simulation. C'est pas de la simulation. Mais c'est quand même sous-tendu, vous voyez, souvent par des éléments plus complexes que des éléments neurobiologiques ou somatiques ou physiologiques multiples. Et il y a quand même une composante psychologique qui peut être quand même très forte. Et ça peut être vraiment au cabinet des profils plutôt de patients comme ça. Et après, sinon, sans ces types de troubles somatoformes, vraiment le théâtralisme. Les patients qui sont dans un truc hyper volubile, qui en font des caisses pour tout, voilà. Ils ne viennent pas en fait pour que vous leur trouviez des solutions. Eux, ils viennent pour que vous les écoutiez surtout et pour que du coup vous les validiez. Voilà. C'est ceux qui recherchent surtout de l'approbation, ces patients-là, en fait. Et vous êtes aussi un peu interchangeable pour ces patients-là en réalité, un peu comme le dépendant. Sauf que le dépendant, il cherche de la rassurance forte. Là, l'histrionique, il cherche plutôt de l'approbation, il cherche à attirer l'attention. Il cherche un public, tout à fait. Voilà. On est un peu caricatural hein, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est un peu le fond quand même. Vous voyez, et ça, bah, avec la pose de votre cadre, il ne faut pas hésiter à dire qu'il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, qu'il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Vous voyez, il faut recentrer sur les soins avec comme les autres patients. On représente sur le présent et sur le concret, parce qu'ils peuvent partir dans tous les sens avec tout ce qui leur arrive, dans un objectif juste que vous écoutiez et que vous les validiez. Donc, on rappelle pourquoi on est là, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des patients préférés de Célia. Mais moi aussi, ça fait partie des patients peut-être les plus difficiles que je supporte peu ou pas en consultation. D'accord? Qui viennent vraiment avec une espèce de théâtralisme extrêmement fort. Moi, je vous donne des exemples. Hein. Ça peut être le patient qui débarque, première consultation, je ne l'ai jamais vu, il s'assoit, il regarde un peu tout ce qu'il y a dans ma pièce, il se lève, il me dit vous avez un endroit où je peux charger mon téléphone, même pas bonjour, hein, pas merde. Et ensuite, vous voyez, moi, de toute façon, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Puis après, il part dans une espèce de discours un peu intellectualisé sur les choses. Et que la problématique, de toute façon, elle n'est pas solvable. Alors, on se demande pourquoi il est venu. En fait. Pourquoi et on a des profils comme ça qui viennent uniquement, vous voyez, dans une espèce de recherche de validation de leur plainte, mais pas vraiment une recherche d'aller mieux. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Donc, c'est des profils un peu compliqués. Souvent, eux, ils ne viennent pas du tout pour ces traits-là. Ils viennent pour autre chose. Ils viennent pas du tout en lien direct avec leurs éléments de personnalité. Et on va éviter de rentrer dans une validation et de rentrer justement dans une validation excessive parce que c'est ce qu'ils recherchent. Et je vous rappelle, cercle vicieux, là pour le coup, sur ce profil de la validation excessive, c'est qu'ils reviendront chercher de la validation excessive. D'accord ? Et la dramatisation, bien sûr, c'est-à-dire, oui, vous avez bien raison, c'est gravissime ce qui vous arrive, etc. Oh là là, vraiment. Non, on ne rentre pas, ce n'est pas notre rôle. D'accord ? On reste souvent ce qui vont vous amener un peu ou pas bien avec la problématique. Voilà. Et s'ils viennent avec les profils plutôt, comme on disait, des troubles somatoformes, on va rester factuel. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on peut faire, les prochaines étapes. Voilà. Et les limites peut-être de la médecine. Avec l'orientation sur la santé mentale. Voilà. Très rapidement, pour finir la présentation, et on pourra passer sur les questions générales. Donc, ça se prend en charge en réalité. Hein. Là, on vous avait fait les conseils plutôt centrinaires, adaptés sur différents types de profils et plus généraux. Grosso modo, le standard de prise en charge, c'est la psychothérapie, parce que je vous le rappelle, c'est stable, mais pas immuable, et donc ça peut évoluer avec un travail bien conduit, mais un travail qui prend souvent plusieurs années, et avec un patient motivé pour travailler ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui ont des éléments de personnalité qui vont en
faire cette démarche. Voilà. Et souvent, c'est des personnes qui ont, de par leur filtre, de par les comportements qu'ils ont et de par les conséquences, se rendent compte qu'il y a des conséquences répétées, qui décident ou qui ont été accompagnés par leur professionnel de soins primaires pour aller consulter, sur lequel ensuite l'évaluation est faite de manière plus fine, sur lequel ensuite on va travailler sur une conscientisation justement du trouble, des entraînements à nuancer et à se décentrer des fameux filtres, et d'apprendre de nouvelles stratégies pour réagir. Par exemple, comment un patient borderline pourrait apprendre à faire différemment que d'attaquer ou de se replier ou de se rendre indispensable, vous voyez, dans ces enjeux relationnels. Les traitements psychotropes ont une place, mais attention, ils sont uniquement symptomatiques. Il n'y a aucune recommandation d'un traitement pour les troubles de personnalité, d'accord? Ça n'existe pas. Moi, je le dis souvent, si j'avais un traitement pour changer votre filtre ou votre façon de voir le monde, voilà, ce serait un peu orwellien d'ailleurs d'avoir ça, mais ça n'existe pas, et heureusement d'ailleurs que ça n'existe pas. On a uniquement des traitements qui peuvent aider pour diminuer l'intensité avec lesquelles les émotions peuvent être vécues, et ça va être les traitements antidépresseurs. On peut utiliser un peu de propranolol, on peut utiliser de l'anxiolytique, mais ce n'est pas étiologique. Donc si eux, ils s'acharnent à vouloir chercher un traitement, il va falloir leur expliquer que ça ne viendra pas de ça. Et les orienter vers un psychologue ou un psychiatre qui pratique justement un travail psychothérapeutique, qui a l'habitude des personnalités. Donc là, on oriente plutôt vers un professionnel en second recours, vers quelqu'un qui va faire de la psychothérapie, on est d'accord? Oui. On n'a pas, parce que tous les psychiatres font pas de psychothérapie, donc il faut vraiment se renseigner et à la limite plus s'orienter vers un psychologue autour de chez soi, conseiller un peu armé pour des trucs de personnalité. C'est ça, et pas n'importe quel type de psychothérapie. C'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire, si vous l'orientez vers quelqu'un qui fait de l'EMDR, ça ne changera pas sa personnalité. Vous voyez, si vous l'orientez vers quelqu'un qui fait, je sais pas, de la relaxation, idem. Ça demande quand même une certaine expertise. Et c'est quand même des choses complexes. C'est quand même des choses sur lesquelles, c'est une réalité, hein, tous les professionnels sont quand même pas très à l'aise dans le champ de la santé mentale. Voilà. Et puis parce que ça fait appel aussi à plein d'émotions propres aux professionnels de santé qui reçoivent ces personnes. Ça bouleverse un peu, ça nous bouleverse aussi un peu. Donc, du coup, c'est pas forcément très évident. On est formé pour, mais c'est des patients compliqués qui demandent un travail souvent compliqué, qui demandent nous qu'on soit stable dans le temps, voyez, qu'on résiste à leurs difficultés et à leur instabilité. Donc ça demande souvent un travail qui est quand même assez long et compliqué, en effet, qui est assez gratifiant dès qu'on y arrive, hein, d'accord, mais qui est un travail conséquent. Et tout le monde ne le fait pas, en effet. Tout le monde ne le fait pas. On ne vous a pas mis de cas clinique parce qu'on était rentré dans les petits détails, justement, profil par profil, qu'on a essayé d'illustrer. Mais on est vraiment ouvert à n'importe quel type là, de questions, d'échanges, voilà, ou même de commentaires sur la présentation. N'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question sur la différence entre personnalité dépendante et manque de confiance en soi. Que souvent, là, les patients lisent beaucoup de livres sur le développement personnel. Hein, il y a plein de choses qui sont écrites et c'est très bien parce que du coup, ça aide quand même pas mal de gens à réfléchir sur eux. Donc, voilà, pourquoi pas. Mais du coup, ils arrivent en disant, moi, mon problème, c'est que je manque de confiance en moi. Et donc, comment on peut finalement arriver à s'orienter, on ne va pas forcément nous faire ce diagnostic, mais s'orienter vers ce diagnostic. Tu veux répondre, ça? Non, je suis En fait, on va le qualifier. En fait, je vais essayer de vous dire un peu moi comment je l'aborderai avec un patient. En gros, vous avez plutôt la façon dont on voit le monde, la personnalité, la façon dont on se voit soi et la façon dont il réagit, qui est liée à la personnalité. D'accord? Et il y a les conséquences que ça peut avoir. Le défaut de confiance en soi est une conséquence du filtre sous-jacent. Si j'ai des filtres, par exemple, d'imperfection, comme on a vu tout à l'heure, qu'on retrouve d'ailleurs chez les patients dépendants, voyez, mais qu'on peut retrouver chez un patient borderline, c'est des patients qui, de manière quasi mathématique, auront un défaut de confiance en eux, auront un défaut d'estime de soi en réalité, qui impliquera un défaut de confiance et probablement même un défaut d'affirmation. En fait, il faut voir que c'est plutôt des symptômes, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que vraiment un trouble à part entière. Le défaut d'estime, le défaut de confiance et le défaut d'affirmation, qui sont des choses que nous, on travaille très régulièrement avec les patients, sont plutôt des symptômes à proprement parler. Ce n'est pas vraiment un trouble à part entière. C'est gênant, c'est ce qu'on peut identifier comme gênant, mais c'est souvent expliqué par autre chose. Et c'est souvent expliqué par des processus sous-jacents, dont les fameux filtres qu'on vient d'évoquer. Je ne sais pas si ça répond à... Et après, on peut faire un travail spécifique sur l'estime de soi,
On peut faire un travail spécifique sur l'affirmation de soi ou même la confiance en soi. Je précise que la confiance en soi ne se bosse pas directement. On bosse directement l'estime de soi, ça peut se faire. On peut bosser l'affirmation de soi, mais la confiance en soi, c'est une résultante de l'estime et de l'expérience. Donc, il faut bien bosser son estime et il faut faire des choses. On ne gagnera pas en confiance en soi sans rien faire. Donc, il faut vivre un petit peu et il faut se confronter à des choses qu'on ne ferait peut-être pas habituellement, qui vont un peu nous challenger, en arrivant à l'intégrer comme quelque chose de positif d'un point de vue de l'estime. Mais c'est des exercices un peu spécifiques. Mais par exemple, ça c'est un test classique pour les patients qui ont des éléments de personnalité. Si j'ai des gros éléments d'imperfection sous-jacents, sans même être dans un trouble de personnalité. Parce que je peux avoir, vous voyez, des traits d'imperfection sans avoir un trouble. D'accord ? On a tous des filtres, c'est normal. Voilà. Rassurez-vous, à l'issue de cette soirée, vous n'avez pas tous un trouble de personnalité. Voilà. J'ai des éléments d'imperfection, ce qui est très fréquent en population générale et dans nos sociétés occidentales. Je vais du coup avoir des difficultés en termes d'estime et de confiance en moi. Et du coup, il faudra bien distinguer les deux. Je peux faire un boulot sur mon imperfection, qui sera un travail plus compliqué, plus prenant, plus continu, qui prendra plusieurs mois pour être efficace. Et je peux faire un travail sur mon estime de soi, éventuellement ma confiance et mon affirmation, qui prendra pas très longtemps pour avoir des résultats, mais qui devra être un petit peu engagé dans la continuité et qui devra se coupler, si on veut vraiment qu'il y ait un changement au long cours, avec du coup un travail sur les éléments de fond. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il est 22h30 déjà, et c'est vrai qu'on a pas mal déjà discuté, mais est-ce qu'il vous reste des questions, des remarques à l'issue de toutes ces explications? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à Pierre Saron et à Célia Edwige pour leur expertise pour cette soirée. Finalement, moi, je dirais que le mot que je retiendrai de la soirée, c'est le cadre. C'est ça. Hein? Exactement. Donc, définissons notre cadre professionnel pour nous sentir mieux dans notre pratique par rapport à des patients qui pourraient avoir des demandes ou des comportements qui nous mettent inconfortables. Merci beaucoup. Donc, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette soirée sur notre site internet qui subit des avaries chinoises en ce moment, mais qui va être réparé très bientôt. Voilà. Donc, en tout cas, les enregistrements sont disponibles sur le site des différentes soirées. Et puis, on vous retrouve au mois de septembre. Non, je ne sais plus. Au mois de novembre. Non, au mois de novembre, voilà, pour une soirée sur l'addiction, sur les addictions, avec Célia Edwige, avec Maxime Potra, qui est médecin généraliste à l'Igueuil et qui dont le champ de recherche au département de médecine générale est justement l'addiction. Merci bien. À bientôt. Au revoir.